Ce qu'on va essayer de faire maintenant, en à peu près une heure et quart, c'est qu'on va essayer à peu près de gagner 10 ans de maturité et peut-être à peu près 4 ans d'yeshiva. Donc je vous demande d'être très concentré en un seul mot. Pour vous rattacher, à avoir le plus de... Maintenant, juste, je donne un avertissement, c'est que quand on est concerné par quelque chose, donc le Yetzara, il nous empêche d'écouter. Parce que le Gaon de Vilna, il dit, quand tu veux savoir qu'est-ce qui est important pour toi, tu regardes où est-ce que le Yetzara t'empêche d'aller. Oui, les diamants, on ne les met pas par terre, on les met dans la banque. Parce qu'ils sont durs à obtenir. Donc là où on t'empêche d'aller, donc votre tête, elle va partir, vous aurez envie de jouer avec votre téléphone, ou de regarder un copain, ça veut dire que c'est une partie qui vous concerne. Et comme à peu près là, vous allez être concerné à peu près par 180% de ce que je vais dire, ouais, donc c'est bien d'être concentré depuis le départ parce que ça va assez vite. Donc, alors d'abord, il y a une phrase dans Pirkei Avot, très importante, chacun la connaît normalement. C'est marqué Im en, ani, li, mi, li. D'accord, je traduis pour les gens qui viennent d'arriver. Donc si je ne suis pas pour Émilie, qui est pour Émilie? Non, c'est pas ça. Donc im en, ani, li. Si moi, je ne suis pas pour moi, donc ça c'est pour moi, et ça c'est moi. Mili, qui est pour moi? Déjà la phrase elle est bizarre. D'accord? Parce que normalement on aurait dû dire im en, ani, mi, ani. Si moi, je ne suis pas moi, qui va être moi? Parce que la seule chose que personne ne peut faire à ta place, c'est d'être toi. Ouais, quand tu vas voir l'autre, tu dis, tu pourrais pas être moi. Je peux pas. L'interro, elle est pour toi. Alors vas-y toi. Tu dis, non, non, ça me stresse les interros, je t'en prie, va à ma place. J'ai fait une bêtise, il faut que je m'excuse. Alors tu vas chez mon père et tu vas t'excuser à ma place. Il faut assumer. Alors va à ma place. Je peux pas être à ta place. Je peux pas être toi. D'accord? Donc normalement, on aurait dû dire, im en ani, ani. Si moi, je ne suis pas moi, qui va être moi? C'est ça qu'on aurait dû dire. Mais ici, il n'y a pas écrit im en ani, ani, il y a marqué im en ani, li. C'est quoi li? Li? Non, pas Bruce Lee, li. D'accord? Li, c'est pour moi. Maintenant, quelle différence entre moi et pour moi? Quelle différence? Alors, en vérité, c'est un peu bizarre. D'accord? C'est qu'il y a moi et il y a pour moi. C'est-à-dire qu'il y a moi et il y a moi qui s'occupe de moi pour que moi devienne moi. Vous suivez? Ça va? Ouais. Ceux qui pratiquent le cerf-volant vont avoir des difficultés avec moi. Mais les autres, ils vont comprendre. Ouais. Donc je répète, il y a moi, ouais, et il y a celui en moi qui s'occupe de moi pour que je devienne moi. Alors ça aussi, c'est une halakha. Il y a une halakha dans le Gittin. Quand on veut faire écrire un get, on veut écrire un acte de divorce pour une femme, il faut que la personne qui écrit sache qu'elle est en train d'écrire un acte de divorce et qu'elle sait pour qui elle l'écrit. C'est pour ça qu'un katan ne peut pas écrire un get. Parce que katan est une boda'at. Le katan n'a pas cette conscience-là. Maintenant on dit, aval gadol omed al gabav. S'il y a un grand qui est au-dessus de lui, c'est bon. Donc vous imaginez la situation, il y a un katan qui sait écrire, il sait écrire les lettres comme il faut, mais il ne comprend rien. Qu'est-ce que c'est un get? Qu'est-ce que c'est un mariage? Qu'est-ce que c'est un divorce? Qu'est-ce que c'est de libérer une femme? Il ne comprend rien. Mais il sait écrire. Il y a un gadol qui est là, qui dit, vas-y écris. Dalet, il écrit un dalet. Il écrit bête, il écrit bête. Il écrit Resh, il écrit Resh. Il a écrit Déborah. Mais lui, il ne sait pas pourquoi Déborah, qui est Déborah, à quoi ça sert cette parole de Déborah. Mais il l'écrit. Maintenant, c'est quoi? Il y a un katan, en bodat, vegadol, omed al gabav. Il y a un grand au-dessus de sa tête. Maintenant, dans chaque personne, de vous à moi, vous êtes tous là, oui? D'accord. Dans chaque personne, il y a un katan, il y a un enfant qui est en bodat, d'accord? Et il y a un gadol, il y a un grand. Par exemple, là, vous m'écoutez, vous êtes concentré. D'accord? Peut-être à l'intérieur, il y a une voix qui vous dit, attends, ça me saoule, il me prend la tête, et puis j'aime pas les barbus. Ouais. C'est une autre personne qui est à l'intérieur. Mais comment vous faites avec cette deuxième personne qui n'est pas vous, qui est vous? Alors nous, pour ça, c'est facile pour nous, parce que nous, on a la notion, ce qu'on appelle Yetzera, Yetzeratov, le bon penchant, le mauvais penchant. Donc pour vous résumer, il y a le je, le moi, ouais, vous êtes en train de... Je parle, vous me voyez là, oui, non? Voilà, la personne qui me voit en vous, c'est qui? C'est vous. La personne qui m'écoute, c'est vous. Donc ça, c'est votre moi. D'accord? Ça s'appelle Anochiout, le jeu. Mais il y a le Yetzara, Yetzeratov. C'est quoi Yetzara, Yetzeratov? C'est des tendances. Un, il est là, il est là. Un, il propose des bonnes propositions, un, il propose des mauvaises propositions. Maintenant, vous avez deux solutions. Soit vous avez un jeu assez développé pour faire ce que vous avez à faire, pour dire ce que vous avez à dire, décider ce que vous avez à dire, ce qu'on appelle Shlita Taratson, la maîtrise de la volonté. Soit votre jeu n'est pas assez développé. Maintenant, si votre jeu n'est pas assez développé, il faut savoir une chose qui est très très importante, c'est que si votre jeu n'est pas assez développé, donc il n'y a personne dedans. Ouais.
Et le vide n'existe pas. Vous avez appris ça à l'école, non, en physique? La nature n'aime pas le vide. Donc quand vous prenez une bouteille d'eau, par exemple, et que vous la videz, ouais, elle se remplit d'air. Qui c'est qui a mis l'air dedans? Alors, les religieux, ils vont dire, bah, c'est Dieu qui a mis l'air. Ouais. Il y en a qui vont dire, non, c'est rien. C'est rien qui a mis l'air. Ouais, c'est venu tout seul. C'est un phénomène mécanique. T'enlèves l'eau, il y a de l'air qui rentre. Ça s'appelle l'air de rien. Ouais. Donc tu vas dire, non, c'est une loi physique, parce que le vide n'existe pas. Donc dès que tu enlèves l'eau, il y a de l'air qui rentre. Ok. Moi, je veux dire, tu sais qui c'est qui a enlevé l'eau? Qui c'est qui a mis l'air? Tu sais qui c'est? C'est celui qui a enlevé l'eau. Celui qui a enlevé l'eau, il a mis l'air. Vous me suivez ou non? Donc celui qui n'a pas mis l'intelligence, il a fait rentrer la bêtise. Celui qui n'a pas mis le courage, il a fait rentrer la flemme. Celui qui n'a pas mis l'affirmation, il a fait rentrer la peur. Je ne sais pas si vous... Ouais. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de toi, ici, là, ouais, il y a ce qu'on appelle la personne. Mais la personne en français, le problème, c'est que personne, ça veut dire personne et ça veut dire personne. Maintenant, toi, tu veux le respect de la personne. Toi, tu veux qu'on te considère comme une personne. Toi, tu veux avoir des droits comme une personne. Mais tu sais que tu es personne. Maintenant, comment tu t'étonnes qu'on te prend pour personne et qu'on te considère comme personne alors que tu sais que tu es personne? Si vous allez dire, bah, c'est un jeu de mots. Non, regardez en hébreu, c'est pareil. N, c'est quoi N? Aleph Yud Nun. Non, c'est la négation, c'est le néant. Et Ani, c'est le jeu. Donc tu peux être ou quelqu'un ou personne. C'est le même lettre, Ani ou N. Maintenant, quelqu'un, c'est quoi quelqu'un? Quand tu deviens quelqu'un, c'est quoi un? Un, c'est unique. Maintenant, la Torah, elle vient, elle t'explique qu'une personne, elle est unique. Chacun, il est meyuchan. La Gemara dit Keshem, chez Partoufem Shonot, Kar Datem Shonot. De la même manière que les visages sont différents, les esprits sont différents. C'est que la seule raison pour laquelle le bon Dieu, il a fait que dans la nature, il n'y a pas deux vrais jumeaux, on est tous différents. Même les vrais jumeaux, ils ont les empreintes digitales différentes. Vous savez ça? D'accord? Maintenant, pourquoi le bon Dieu, il s'est cassé la tête? Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a 7 milliards d'hommes sur la Terre. 7 milliards qui ne se ressemblent pas. Mais quel intérêt? Imagine, on aurait tous la même tête. Tous la même tête, tous la même tête, tous. D'accord? Tous. Oui? Ça s'appelle les chalalas. Donc, on aurait eu tous la même tête. Donc, si je marche dans la rue et je croise un gars, est-ce que pendant une seconde, je vais croire que l'autre, c'est moi? Ben non, parce que je sais que moi, je suis moi. Donc, l'autre, c'est un autre. Oui? Non? Oui? Non, je sais pas, c'est clair pour vous? Ah, mais j'ai besoin de vos réactions parce que sinon j'ai l'impression de parler devant un plat d'asperges. D'accord? Donc vous comprenez ce que je dis, oui? Donc ça veut dire que moi, en vérité, qu'est-ce qui fait que moi je suis moi? C'est parce que je suis unique. Ça s'appelle en français quelqu'un. Je suis quelqu'un. Mais dans la Torah, elle te dit que toi, tu as un physique unique, tu as un da'at unique, c'est-à-dire que tu as une conscience unique, tu as une sensibilité unique, tu as une perception de la réalité qui est unique, tu as une neshama qui est unique. En vérité, il faut prendre le problème à l'envers. Ça, c'est une personne. Je ne sais pas si vous en avez déjà croisé. Vous voyez là-bas ou non? Tout le monde voit? Ouais. Vous savez, c'est comme les poupées russes qui s'emboîtent les unes dans les autres. La poupée la plus profonde, c'est la neshama. D'accord? L'âme. Au-dessus, il y a le nefesh. Le psychique, le lève, le moi. Voilà, il y a plusieurs noms. Au-dessus, il y a le physique, il y a le corps. Et au-dessus, il y a le vécu, le rapport avec la réalité. Et ici, il y a le moi extérieur. Donc, regardez bien. Il y a le moi intérieur, le moi extérieur. Alors, c'est exactement pareil qu'un ordinateur. Parce que la neshama, c'est comme le DOS. D'accord? C'est le cœur de l'ordinateur. Le système d'exploitation du DOS, ça s'appelle le Windows. D'accord? Après, la tour, c'est comme le corps. Et le vécu, c'est comme tous les périphériques qui permettent d'avoir un lien avec l'extérieur. Ça va? Je ne sais pas pourquoi il part, c'est pas du tout mal. Bon, c'est pas grave. D'accord? Mais maintenant, regardez bien cette logique-là. Ouais? C'est que la neshama, tout le monde croit en Dieu, non? Oui. Voilà. Non, c'est important. Parce que de croire en Dieu, c'est pas simplement de manger cachère et de faire Shabbat, ça c'est évident. Sinon, en dessous de ça, il faut envisager la conversion. D'accord? Non, de croire en Dieu, c'est d'accepter que la réalité qui est en face de moi est adaptée à moi. C'est ça la Emouna. C'est que là, maintenant, là, vous savez que là, je suis là devant vous en train de parler. Le monde, il a été créé il y a 5781 ans. Ça fait 5781 ans que cette réunion, elle est prévue. Vous croyez en ça ou non? Si vous dites non, c'est pas évident,
Attends, on a chacun son libre arbitre. Alors, je vais vous résumer tout de suite. D'accord? Ça vous évitera de faire 400 pages de Raphaël Friedlander sur le Mazal. Écoutez bien. La réalité physique, elle est prévue. Ce que tu vas faire avec, c'est pas prévu. Pourquoi? Parce que c'est quoi la réalité physique? La réalité physique, c'est un cumul de trajectoires de particules élémentaires organisées dans une matière organisée qui crée un décor à l'intérieur d'une trame temporelle préétablie. N'essayez pas de répéter, c'est impossible, mais moi je peux pas. Ouais. Donc ça veut dire que cette réalité, même au niveau physique, elle ne peut exister que s'il y a ce qu'on appelle une préétablissement des trajectoires des particules qui vont la créer. Bon, vous êtes en terminale, seconde, première terminale. Moi, j'étais en 5e. Et le prof, il vient, il se dit, mes chers enfants, nous avons dit un problème, un principe fondamental de la physique moderne, c'est que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Alors moi, j'ai levé la main, j'ai dit, monsieur, j'ai une question. Il m'a dit, oui. Je dis, d'après vous, tout ce qui est en train vient de quelque part et va quelque part, et ça se transforme. Maintenant, pourquoi ça se transforme de manière harmonieuse? Par exemple, je prends un pétard, pas un pétard. Bon, je prends un pétard, ouais. Donc, c'est quoi? C'est de la poudre mis dans du papier très très serré avec une mèche. Maintenant, on a besoin de la compression du papier. Pourquoi? Parce que la poudre, en explosion, elle développe un gaz très très puissant qui va faire sauter le papier. Ça s'appelle un pétard. Ok. Maintenant, quand moi j'achète mon pétard, il est nickel, il est rouge, il est beau, il y a la petite mèche, il est magnifique. Je l'allume, il explose. Quand il explose, il ne se transforme pas en quelque chose d'harmonieux. Maintenant, vous, d'après vous, vous me dites que depuis la création du monde, donc d'après 15 milliards d'années, d'après nous, depuis 5700 ans, le monde se transforme. Ça veut dire que les choses, elles sont là, c'est-à-dire elles ont une structure énergétique qui leur donne une forme matérielle, et elles se transforment en autre chose. D'accord? C'est-à-dire que vous, par exemple, vous avez un bout de papier, par exemple. Vous savez que c'était un arbre avant. Bon, après ce bout de papier, ben, vous allez le jeter, il va aller à la poubelle, il va à la décharge, puis il va devenir autre chose. Maintenant, si je vous disais que ce bout de papier va devenir un oiseau, vous me direz, qu'est-ce qu'il a fumé? Ouais. Non, en vérité, vous prenez le bout de papier, qui était un arbre, vous le jetez à la poubelle. Après de la poubelle, il va dans la décharge. La décharge, ben, il fait de l'humus, d'accord? Il fait de la terre. On le jette dans un terrain. Le terrain, eh ben, il y a un arbre qui pousse. Cet arbre, il prend l'énergie de la terre, et puis ça pousse dans une fleur. La fleur, elle est mangée par un oiseau, et l'oiseau, il pond un œuf, et ça fait un oiseau. Maintenant, ça prend à peu près 200 ans entre la feuille de papier et l'oiseau. Maintenant, si ça prend 3 secondes, l'oiseau et la feuille, vous dites, wow, c'est un miracle. Mais si ça prend 200 ans, vous dites, c'est la nature. Ça ne vous dérange pas? Maintenant, comment ça se fait que le monde, il est tout le temps, c'est ça que je dis au prof, tout le monde, il est perpétuellement en transformation, mais il se transforme à chaque fois en quelque chose d'harmonieux. C'est bizarre, non? Vous avez compris ou non? Genre, je casse le stylo, paf, il devient une chaise. Je casse la teva, elle devient une armoire. Je dis, c'est pas possible, on est dans un monde de miracles. Non, c'est la nature. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Maintenant, je lui dis, si ça se transforme de manière harmonieuse, ouais, c'est que la prochaine étape dans laquelle la matière va devenir, c'est-à-dire la redistribution des atomes, quand elle se fait de manière harmonieuse pour créer quelque chose à nouveau d'harmonieux, c'est que ça suit une trajectoire qui est déjà préétablie. Ça va? Voilà. Donc si cette trajectoire elle est préétablie, ça veut dire que si le passé a existé, si le présent existe, ça prouve que le passé a existé. Oui? Maintenant, à l'époque du passé, quand le présent était passé, le présent de maintenant, c'était le futur. Ça va? Maintenant, quand le passé était présent, le futur n'existait pas. Mais pour qu'il puisse se réaliser, il fallait qu'il y ait une structure, on va dire, électronique pour accueillir les atomes pour qu'elles prennent la forme du présent. Vous me suivez toujours? Voilà. Maintenant, la masse des atomes dans le monde, elle a été créée, on ne l'a plus changée. Mais la structure qui va donner la forme à la matière, ce qu'on appelle la structure énergétique de la matière, ça va? Là, vous voyez le feutre, vous le voyez ou non? Oui. Il est fait d'atomes, d'accord? Ces atomes, ils sont faits d'énergie. Ok, E égale MC2. Vous avez appris ça quand même? Ouais. Maintenant, on a dit, si rien ne se crée, tout se transforme. Ça veut dire qu'il a dit Einstein qu'à l'intérieur de la matière, il y a une espèce de compte à rebours qui va faire qu'un jour, ce feutre va devenir autre chose. Parce que le nombre d'atomes n'a pas augmenté, n'a pas baissé depuis la création du monde. C'est juste que ça se transforme.
Maintenant, quand ça se transforme dans quelque chose d'harmonieux. Pour que ça soit harmonieux, il faut que ça soit préétabli. Oui, non? Voilà. Si c'est préétabli, comment on appelle ce futur préétabli? Ça s'appelle la structure énergétique de la matière. Donc ce feutre-là, en fait, il a deux dimensions. Une dimension atome pur et une dimension d'énergie qui retient les atomes ensemble pour qu'il lui donne la forme d'un feutre. Ben ça, dans la Torah, ça s'appelle Chomer Vetsura. Chomer, c'est la matière de base, l'atome de base, et Tsura, c'est l'énergie qui le maintient ensemble pour lui donner cette forme. Maintenant, le Maharal de Prague, il dit que, je ne sais pas si vous comprenez qu'il y a déjà 3000 ans, on parlait de ce que les Goïms ont découvert avec la structure énergétique de la matière. Juste en passant, comme ça, je vous le... Ouais. Après, Albert Einstein, c'est un gars qui a utilisé son cerveau. Ouais, vous avez entendu parler de lui. Il a dit que, à la vitesse de la lumière, le temps s'arrête. Maintenant, le temps, ça veut dire il s'arrête. Ouais. D'abord, qui t'a dit qu'il est en mouvement? Alors, je vous donne une image. Comme vous êtes des gens intelligents, c'était pas prévu dans le cours, mais quand vous avez pris le forfait limité, le feutre, vous le voyez. Pourquoi? Parce qu'il a cette taille. Après le feutre, il y a quoi? Il y a de l'air. Mais l'air, il n'est pas vide, c'est aussi de l'oxygène, de l'hydrogène, d'accord? Après, il y a l'armoire là-bas. Après, il y a le bâtiment. Après, il y a le département. Après, il y a la planète. Après, il y a la galaxie. Après, il y a l'univers. Quand vous prenez le lien qui existe entre toutes les matières plus ou moins concentrées, toutes les matières forment un seul objet. Donc tout l'univers, c'est un seul objet. Ça va? Si tout l'univers, c'est un seul objet, tout l'univers, c'est un seul endroit. Si c'est un seul endroit, ici et là-bas, c'est le même endroit. Vous dites, non, mais il y a quand même de la distance. Oui, tu as raison. Mais c'est quoi la distance? En vérité, c'est la distance entre ici et là-bas. Mais le déplacement dans la distance, c'est la vitesse. Vous avez appris que la vitesse, c'est un rapport entre la matière et le temps. Kilomètre, heure. Kilomètre, heure. Maintenant, quand tu augmentes la matière, tu ralentis la vitesse. Par exemple, pourquoi la voiture, elle va moins vite que le train? Parce que la voiture, elle frotte le pneu contre la route. D'accord? Pourquoi le train, il va plus vite? Parce que c'est acier sur acier. Donc, il y a moins de frottement. Donc, ça va plus vite que la voiture. L'avion, pourquoi il va plus vite? Parce que c'est l'acier contre l'air. Moins de frottement, plus de vitesse. Pourquoi la fusée, elle va plus vite? Parce qu'il n'y a pas d'air. Donc, c'est encore moins de frottement. Donc, tu vois que moins il y a de matière, plus cette vitesse. Ça va jusque-là? Oui, non? Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, c'est pas une question de religion, ça, c'est une question de physique. Parce que la Torah, elle est logique. Mais en fait, elle est plus que logique. Maintenant, si déjà la logique, Goy, tu la comprends pas, comment tu espères comprendre la logique de la Torah? C'est beaucoup plus puissant. Alors, juste pour vous montrer les parallèles. Parce que moi, j'ai eu la chance de ne pas faire d'études. Donc, quand je parle avec des physiciens qui sont agrégés de physique, le mec qui me dit, mais attendez, d'où vous sortez? J'ai dit, mais le Talmud, bah, il t'a pas attendu. D'accord? Donc, regardez bien. Ça veut dire que si l'univers, c'est un seul objet, maintenant, vous savez, il y a 4 dimensions. Les 3 directions, d'accord? Le haut, le bas, d'accord? Et les 3 dimensions en 3D, ouais. Et la 4e, c'est quoi? C'est le temps. Donc, le temps fait partie de la matière. Maintenant, si l'objet, tout l'univers, c'est un seul objet, et que ici et là-bas, c'est le même endroit, donc le temps aussi, il est 1. Tu dis, mais attendez, maintenant, et dans 1000 ans, c'est pas la même chose. Ah bon? Qu'est-ce qui nous sépare? Alors ils disent, bah écoutez, c'est le temps. C'est le temps. Ah bon? Alors regarde bien. Ici, il y a le présent. Là-bas, il y a le passé. Là-bas, il y a le futur. Maintenant, pourquoi le passé, on l'appelle passé? En fait, c'est du présent. Ben, c'est justement parce qu'il est passé. D'accord? Donc en fait, le passé, c'est du présent passé. Le présent, c'est du présent présent. Et le futur, c'est du présent aussi. Mais c'est du présent à venir. C'est pour ça que ça s'appelle l'avenir. Maintenant, si le présent, c'est du présent, le passé, c'est du présent, et le futur, c'est du présent, donc en fait, il n'y a que du présent. Ce qu'on appelle en hébreu ovétamide, un présent perpétuel. Maintenant, au niveau extérieur des choses, au niveau du chomer, au niveau de la matière, eh ben, le passé, il a disparu. Ouais. Comme le plastique, l'hydrocarbure, le pétrole qui constitue ce stylo, il est dans le passé. Mais là, c'est le même, il a été transformé.
Maintenant, encore une fois, pour que le stylo existe, il a fallu qu'il y ait du pétrole. Ça va? Maintenant, à l'époque où le pétrole existait, le feutre, il existait ou non? Non. Il n'existait pas, mais il existait de manière électronique. Ça veut dire que sa tsura, sa forme, elle était déjà préétablie en attendant que les atomes qui vont le constituer se réunissent pour faire un stylo. Ça va ou non? De la même manière, toi, ton passé, il est lié à ton présent. La preuve, c'est que ton présent est le fruit de ton passé. Par exemple, tu comprends rien en maths. Tu dis, attends, je comprends rien, mais quelle langue il parle, le prof? Ok, mais dis-moi, t'as travaillé en troisième, en quatrième? T'as travaillé en seconde, en première? Oh non, j'ai rien foutu. Ah bon? Bah, tu comprends rien. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ton présent, il est expliqué par ton passé, puisque ton présent est le fruit de ton passé. Vous me suivez toujours? Ouais. Donc ça veut dire que quand tu regardes ton passé, tu comprends ton présent. Maintenant, attention, à l'époque, on a dit où ton passé était présent, ton présent était futur. Maintenant, si tu réussis à comprendre ton présent en regardant ton passé, attention, restez concentrés, ouais. Donc tu peux connaître ton futur. Bah oui, parce que le jour où ton futur sera présent, ton présent de maintenant, il sera passé. Et comme tu comprends ton présent, c'est l'heure des travaux manuels, excusez-moi, t'es en cinquième? Donc, non, restez concentrés en un seul mot, c'est très important, je répète. Parce que là, je suis en train de vous faire des années, mais vous n'allez pas tout retenir, c'est pour ça qu'on filme. Après, si vous êtes intelligent, vous réécouterez en prenant des notes. Je vous dis, là, on est en train de faire ce qu'on appelle un bond de maturité de 10 ans. Mais ce n'est pas vraiment une accélération, parce que des fois, on a 10 ans de retard, donc c'est juste pour revenir à l'heure. Ouais. Donc, restez concentrés. Si je dis que, écoutez bien, en regardant mon passé, je comprends mon présent, et comme je sais que mon présent, c'est le passé de mon futur, donc si je veux connaître mon futur, j'ai qu'à mettre mon présent au passé. C'est clair pour vous? Ça va ou non? Vous allez dire, mais comment est-ce qu'on fait pour mettre son présent au passé? Parce que le passé, c'est facile de le mettre au passé puisqu'il est passé. D'accord? Donc quand je regarde, je vais me dire, là, mais j'ai rien foutu pendant 4 ans. C'est pourquoi ça que je comprends rien? J'ai pas développé mon intelligence. C'est pour ça que je suis idiot. J'ai pas fait les pompes. Donc c'est pour ça que j'ai pas de volonté. Ah, je comprends. Donc quand je regarde mon passé, je connais mon présent. Mais c'est facile, pourquoi? Parce que j'ai le recul puisque le passé, il est passé. Par exemple, tu sais lire, toi? Tu sais lire? C'est vrai? On va voir, on va vérifier. Tu sais lire? Non, franchement, il sait lire? À votre avis, il sait lire? Tu sais lire? Vite. Vas-y, vite. Allez, soi-disant monsieur, genre classe de terminale. Allez. Vite. Alors, tu sais lire, toi? Alors, toi, tu dis, mais monsieur, je peux pas lire. Pourquoi? Écoutez bien la phrase, écoutez la phrase. Je manque de recul. Vous me suivez ou non? Mais dis-moi, c'est qui chez toi qui prend du recul? Rappelle-toi. C'est celui-là ou celui-là? Parce qu'il y a le katan chez toi qui vit comme un animal, qui est pris par ses instincts, ses pulsions, ses nerfs, sa lourdeur, son Facebook, ouais. Et t'as l'autre, moi, qui dit, hey, faut réfléchir. Oh, il y a un avenir. Dis-moi, à la fin de l'année, il y a le bac. Après, qu'est-ce que tu veux? Tu veux faire une prépa de mathématiques? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux rentrer à la yeshiva? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux devenir ingénieur? Tu veux devenir chirurgien? Bah, si t'as pas 19 de moyenne en maths, laisse tomber, hein. Laisse tomber les dauphines et laisse tomber les médecine. Tu dis, attends, moi j'aimerais bien être médecin, j'aimerais bien. Dis-moi, mais t'es un bébé là, t'es un consommateur. T'es un mangeur de gâteaux. Tu veux quelque chose, toi? Il faut te donner les moyens. Mais qui c'est qui dit à celui qui est en toi, qui c'est qui dit au gamin qui est en toi, mets-toi au boulot? C'est toi. Vous me suivez encore? Donc c'est le gadol qui est en toi, qui s'occupe du katan qui est en toi. Bon, je sais qu'il y a des élèves de seconde et que pour vous c'est un petit peu abstrait. D'accord? Et c'est un peu dur de vous concentrer. Mais c'est pas grave. Au pire, ça vous rendra intelligent. Mais c'est ça l'idée, ouais. Restez concentrés. C'est ça l'idée. Ça veut dire que si toi, tu n'as pas fabriqué le jeu qui va être fort, qui va être clair, qui va être construit, eh ben, tu sais ce qui va t'arriver, le pire qui va t'arriver. Les gens y croient, tu vas pas faire tes chouvas, tu seras pas religieux. Mais non, le pire, c'est que tu vivras pas ta vie. Vous savez, quand j'étais en classe, moi, de seconde, de troisième déjà, je priais tous les jours, je priais de ne pas être un CON. Vous savez ce que c'est un CON? Un CON, c'est le contraire d'un intelligent. C'est quoi intelligent? Intelligent,
Ils disent en philosophie, l'intelligence, c'est la capacité d'adaptation. Donc, le CON, c'est celui qui est inadapté. Maintenant, nous, comment on l'appelle l'intelligent, on l'appelle Chacham. C'est quoi Chacham? Ouais, c'est celui qui a le Da'at. Et le Da'at, c'est quoi? C'est la conscience qui permet d'avoir un lien concret avec la réalité. Maintenant, quand tu n'as pas conscience, quand tu dis, vous savez, j'étais inconscient, je ne me rendais pas compte, ouais, j'avais pas la maturité, j'avais pas la compréhension. Mais tout ça, c'est ça. Parce que regardez, rappelez-vous ici, on a dit il y a la Neshama. Après, il y a le psychique, il y a le moi. Après, il y a le corps. Après, il y a le physique. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? En résumé, la Neshama, c'est comme une pile. Elle développe une énergie extrêmement puissante. Cette énergie, elle sort de la Neshama, elle rentre dans le Nefesh, elle rentre dans le psychique, elle rentre dans le moi. Après cette énergie, elle passe dans le corps, après elle passe dans le vécu, et après elle rentre dans la réalité. Alors je vais vous résumer l'idée. La Neshama, c'est comme une EDF. Ici, il y a l'électricité, vous savez. L'électricité, elle arrive jusqu'au mur. Ok. Après, vous décidez, vous branchez un frigo, vous branchez un radiateur, vous branchez un ordinateur. Donc, vous êtes le maître d'utiliser l'énergie qui est produite par EDF vers un appareil. Ça va? Maintenant, on va dire la Neshama, c'est comme EDF qui va produire de l'énergie. Cette énergie, elle sort ici. Elle est prise en main par qui? Par moi. Maintenant, le jeu, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre cette énergie, je l'appelle l'énergie exprès, vous allez comprendre, et elle est prise en main par le jeu. Maintenant, Rav Wolbe, il explique, Rav Dessler, Aratson novea me aneshama. La volonté vient de la neshama. Tu dis, mais attends, excuse-moi. La neshama, elle est divine. D'accord? Si la neshama, elle est divine, donc, et que la volonté vient de la neshama, et la volonté, elle me dit quoi faire, donc, moi, je suis un robot. C'est bizarre, non? Ça va? Non. Alors, écoutez bien, là. Là, il y a une nuance très, très fine. Je sais qu'il y en a plusieurs, ça va leur passer au-dessus de la tête. D'ailleurs, je vois que vous n'écoutez pas, mais bon, qu'est-ce que je peux faire? Moi, je voulais les terminales. Ils ont voulu les 3 classes, mais c'est pas grave. Écoutez bien. Non, la nuance, elle est très fine. L'énergie qui sort de la Neshama, elle est divine. Mais l'orientation de cette énergie, elle est humaine. Ça va? Alors il dit le Rav Dessler, il dit au moment où cette énergie, elle rentre dans le Nefesh et elle est prise en charge par le Nefesh, par le jeu, alors là, elle s'appelle Ratson. Donc quand je dis Ani Rotse, je veux, la nature profonde du vœu, elle est divine, c'est cette énergie qui vient de l'âme, mais celui qui l'oriente, c'est le jeu. Donc c'est moi qui prends le courant électrique et qui l'emmène au système d'assistance respiratoire. Et grâce à ça, le mec, il est vivant. Ou c'est moi qui prends le courant électrique et qui le met dans la bouche de mon beau-frère, qui crève. Vous me suivez ou non? Mais moi, c'est mon libre arbitre à moi. Donc je prends mon énergie de mon âme et je la mets dans la concentration pour les maths ou pour la Guémara. Waouh, je comprends. Je prends la même énergie et je la mets dans la Touma, je la mets dans la Vera. La Vera, elle va devenir vivante. Vous suivez ou non? C'est ça le libre arbitre. Ça veut dire, attention, que quand je dis... Non, possible, non, c'est fou. Déjà, je travaille dans des conditions de malade, je veux le faire des pauses en plus. Donc écoutez bien. Vous êtes bien là ou vous n'êtes pas bien? Moi, je peux partir, moi, ça me dérange pas. Moi, je vais pas mourir de rater une conférence. Ouais. Restez concentrés. Vous allez voir, je vous dis, on gagne à peu près 10 ans en maturité. Moi, je forme des gens qui forment les coachings. Je sais pas si les coachs, ouais, les psychologues. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Hani, le jeu. Regardez, ceux qui suivent pas, vous pouvez sortir. Ça me dérange pas, Bémet. Dis-leur de sortir. Non, c'est pas grave. Pourquoi? C'est pas une garderie. Vous pouvez partir. Donc, regardez bien. Le jeu. Oui, c'est lui qui va prendre le vœu. C'est lui qui prend cette énergie. Maintenant, vous comprenez bien que si le jeu, je ne l'ai pas développé, qui c'est qui va prendre en charge cette énergie? Regardez, on fait un zoom là. Parce que regardez bien, cette énergie-là, qui est de l'énergie pure,
quand elle sort de l'âme, elle arrive dans le nefesh, elle s'appelle la volonté. Quand elle arrive dans le corps, elle s'appelle la motivation. Pourquoi ce coureur, il court 3 fois plus vite que l'autre? Ils ont les mêmes muscles. L'autre, il a une motivation de folie. Ouais. L'autre, il a un mental de folie. L'autre, il a une concentration de folie. Moi, quand j'étais jeune, j'adorais regarder les Jeux Olympiques d'haltérophilie. D'accord? C'est un truc très bizarre. Tu vois un gars, un Tchétchène, il fait 1m44 de haut. Il est tout petit comme ça, il est tassé. Ouais. Et on l'appelle. Le mec, il se lève, très concentré. Hein. Ça fait 4 ans qu'il attend ça, ça fait 20 ans qu'il fait de l'haltérophilie. Il est prêt. Il y a un bac avec de la poudre, il fait comme ça, pour pas que ça glisse. Ouais. Pour pas que ça colle, je veux dire. Il se met devant la barre, il se concentre comme ça. D'un seul coup, le mec il fait ça, et il fait ça. Ouais. Et tu vois, c'est affiché 265 kilos. Le mec, il pèse 48 kilos. Il a soulevé 265 kilos. Maintenant, le plus impressionnant, c'est qu'après, quand il refait tomber la barre, il fait comme ça, il est champion du monde d'haltérophilie. Il y a 4 mecs qui font 110 kilos chacun, 1m84, qui remettent en place l'haltère. Ça veut dire qu'ils se mettent à 4 pour la faire rouler, et lui, il l'a soulevé tout seul. Vous me suivez ou non? Maintenant, vous allez me dire, ouais, mais il est musclé. Ouais, mais il a fait des pompes. Réfléchis, papa. Le concept, il est plus fort que la force. La concentration, elle est plus forte que la force. Le mental, il est plus fort que la force. Or, le mental, c'est qui? C'est toi. Donc, si un mec qui dit, moi, j'arriverai jamais. Moi, 100 kilos, moi, je suis pas capable. Moi, je suis trop petit. Le mec, il peut même pas bouger la barre. Donc, le mec, il est déjà convaincu qu'il va soulever 260 kilos et après, il lève les 260. Donc, si tu n'as pas fabriqué cette force mentale, mais comment tu vas réussir ton bac puisque tu vas dire, ah non, c'est trop dur. Mais comment tu vas finir médecine? C'est impossible. Comment tu vas finir le chasse? Tu vas dire 2700 pages. Attends, moi? Mais qui est le moi? Le moi, il est personne, baba. Le moi, il est zéro. Le moi, il est rien. Donc, si tu n'as pas créé un Ani qui est très très fort pour porter le jeu, pour porter le vœu, pour porter la motivation, pour porter la détermination, parce que vous avez compris maintenant, dans l'étape d'après, cette énergie, elle devient détermination. Ce qu'on appelle en hébreu, achlata. Et ça ici, elle s'appelle réalisation. Mais c'est toujours la même énergie, c'est l'énergie de la neshama. Comment on appelle l'énergie de la neshama? On appelle ratson. Mais toujours un volbu dit ratson, c'est une nation rat. Rat, c'est quoi? C'est courir. Donc qu'est-ce qui te fait courir? C'est la volonté, si tu la maîtrises. Maintenant, maintenant là, ce chemin d'énergie que tu as pris dans ton nefesh, je veux, tu l'as mis dans ton corps, c'est devenu de la motivation, d'accord? Tu l'as mis après dans ton vécu, dans tes projets, ça s'appelle de la détermination, mais c'est toujours ton ratson, vous me suivez ou non? Ça s'appelle Bederer chez Rotse Leler Molichinoto. Dans le chemin dans lequel tu veux aller, on te fait aller. Mais le problème, c'est pour que ça soit un chemin où tu veux aller, il y a 3 éléments. Il y a aller, il y a veut et il y a tu. Mais si tu n'as pas construit ce jeu-là, il n'y a personne. Bah oui, c'est ça le problème, parce que venez, on fait un zoom. Donc on a dit, là il y a la neshama, vous vous rappelez ou non? Là, il y a le corps, et au milieu, il y a quoi? Il y a 3. Il y a le jeu, il y a Yetzerara, Yetzeratov. Ok? Les deux, c'est des tendances. Ça, c'est une proposition négative. Vas-y, fais des lourdeurs. Ça, c'est des propositions positives. Fais du bien. Et au milieu, il y a le jeu. Maintenant, on a dit tout à l'heure que le vide n'existe pas. D'accord? Vous rappelez l'air dans la bouteille. Donc, si toi, tu n'as pas construit un jeu, automatiquement, ce vide, il est construit, il est remplacé par le Yetzerara. Donc, la Neshama, elle envoie l'impulsion. Puisqu'il n'y a personne pour la prendre en charge, elle est prise en charge par le Yetzerara. Et elle va arriver dans le corps. Et donc, ton corps, il va faire des choses que toi, tu ne veux pas. Et ça va arriver dans ton vécu, dans les choses que tu ne veux pas. Et ça va arriver à l'extérieur. Mais le problème, c'est que quand ça arrive à l'extérieur, là, il y a ton moi. Maintenant, si ton moi à l'intérieur, il est inexistant, parce que tu n'as pas développé ta personnalité, tu n'as pas développé ta force de conviction, tu n'as pas développé ton respect de toi-même. Ouais, donc il n'y a personne ici. Donc ici, le moi qui est ici, et le moi qui est ici, c'est pas les mêmes. Dans les Chachamim, il y a un langage qui s'appelle Toho Kebaro. Toho Kebaro. Que ton intérieur et ton extérieur, ils sont les mêmes. En français, ça s'appelle être soi même. Le même que soi.
Donc toi, tu penses quelque chose, tu dis quelque chose. Donc tu dis, je dis ce que je pense. Tu dis quelque chose, tu fais quelque chose. Tu fais ce que tu dis. Ça va? Donc, quand tu fais ce que tu dis, ça s'appelle la cohérence. Quand tu dis ce que tu penses, ça s'appelle l'honnêteté, la connaissance de soi. Mais après, il faut aussi que tu penses ce que tu penses. Par exemple, regardez, là, je suis en train de parler. Vous pensez à ce que je dis, si vous êtes concentré. Ouais. Mais le fait que vous pensez ce que je dis ne veut pas dire que vous pensez ce que je dis. Vous pensez à ce que je dis. Mais est-ce que vous pensez ce que je dis? La différence? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand est-ce que tu vas penser ce que tu penses? Quand la chose, elle est tellement intégrée en toi qu'elle devient ta nature. Par exemple, vous êtes un peu religieux? Non? Oui? Non? Est-ce que vous mangez du cochon? De temps en temps? Vite fait comme ça. Genre t'as faim, t'es à Saint-Etienne, il est minuit, il reste un sandwich jambon beurre. Tu le prends? 10 euros. Tu crèves la faim. Non, t'enlèves le beurre parce que tu vas pas mélanger bassar et halal. Mais tu dis non, je mange pas du cochon. Ah, tu manges pas du cochon? Non, je mange pas du cochon. Bon, tu sais quoi, pour 100 000 euros? Allez, je te donne 100 000 euros, tu le manges? Allez, Mistama, c'est pas du vrai cochon, c'est Midera Banane. Non, non, 1 million d'euros, tu manges le cochon? Chazvé shalom, brave. Ah, pourquoi tu sors avec des filles? Toucher une fille, c'est Minatora. Comment ça se fait que le cochon, t'es 100% pour $1 million et là, gratuitement, tu fais des avérotes? Mais t'es qui, toi? T'es lequel des deux? C'est lui ou non? Vous allez dire, ouais, mais c'est pas évident, Rav, c'est pas évident, c'est pas évident. Mais c'est que c'est pas évident, il y a Brel. Je le vois bien que c'est pas évident. Maintenant, comment ça se fait que le cochon, il est évident et regarder des vidéos bizarres sur Internet, c'est pas évident? Alors, qu'est-ce que tu dis? C'est plus fort que moi. Ah bon? C'est plus fort que toi? Oh là là, c'est extraordinaire, ça, j'adore cette phrase. Regarde. C'était plus fort que moi. Vous parlez français tous, hein? C'est pas des migrants clandestins, d'accord. Regardez bien ça. Regardez comment c'est puissant, c'est très puissant. Regardez, on fait l'analyse, d'accord? Vous avez appris à l'école, je, tu, il, nouveau il, ce sont des pronoms personnels. C apostrophe, c'est quoi? Un pronom déterminant impersonnel. Rappelez-vous de ça. Maintenant, c'était plus fort que moi. Alors on fait l'analyse psychiatrique. Moi, c'est moi. Plus fort que moi, c'est-à-dire qu'il y a un truc en moi qui est plus fort que moi. Ça fait entité 2. D'accord? Et ce truc-là, qui est plus fort que moi et qui me fait faire à moi des trucs que moi, je pense que c'est pas bien pour moi, c'est qui? Impersonnel. Personne. Il y a un truc en moi qui est pas moi, plus fort que moi, qui me fait faire à moi des choses que moi, je sais que je vais les regretter. Parce qu'après, quand je me fais attraper, ouais, excuse-moi, je voulais pas, c'est pas ce que je voulais dire, c'est pas ce que je voulais faire, je sais pas ce qui m'a pris, j'étais pas moi-même, c'est trop dur, j'y arrive pas, je suis pas au niveau. Tout ce langage d'absentéisme, tout ce langage d'immaturité, tout ce langage en vérité du dictionnaire des CON en fait. Bah oui, parce que la phrase c'est quoi? C'est je fais ce que je veux. Alors regardez bien, la volonté elle est là, vous vous rappelez ou non? L'action elle est là. Donc celui qui fait c'est celui-là, celui qui veut c'est celui-là. Donc je qui veut c'est celui-là, je qui fait c'est celui-là. Donc je fais ce que je veux, ça veut dire que j'ai atteint ce qu'on appelle la linéarité existentielle. Ce que nous on appelle en hébreu tzaddik. C'est quoi tzaddik? C'est quoi les gens tzaddik? Mais non, tzaddik, ça vient de tzedek. C'est quoi tzedek? La justice. C'est quoi le symbole de la justice? La balance. Pourquoi? Parce que c'est l'équilibre entre ce que tu as fait et ce que tu mérites. Ouais. Donc il y a toujours deux plateaux. Bah là, le plateau, c'est le moi extérieur, et là, c'est le plateau intérieur. Le plateau, c'est la Torah et toi. Maintenant, quand toi, tu fais ce qui est écrit dans la Torah, tu es un tzaddik. Quand toi, tu dis une chose et tu le fais, tu es un tzaddik. Ça s'appelle en français cohérent. Au niveau le plus bas. Au niveau le plus haut, c'est Rav Shach, Baba Salé. Mais au niveau le plus bas, c'est cohérent. Donc un tzaddik, c'est quelqu'un qui est cohérent. Donc un rachat, c'est quelqu'un qui est incohérent. Incohérent, ça veut dire que le moi intérieur et le moi extérieur, ils ne sont pas cohérents. Donc tu dis quelque chose, tu fais autre chose. Tu penses quelque chose, tu fais autre chose. Donc tu sais que la Torah c'est important. Ah, tu sais que la Tfila c'est important, mais tu n'arrives pas à te lever. Mais je te dis, mais lequel des deux tu es toi?
Parce qu'il y en a deux. Ça s'appelle vivre sous forme pronominale. Vous vous rappelez le Annie et le lit, oui? Vous vous rappelez ou non? Donc maintenant, regardez ça, c'est un phénomène. Regardez. Je me lève. Ça vous arrive le matin de vous lever, non? Il y en a qui sortent du coma ou vous êtes encore en train de dormir? D'accord. Non, peut-être que vous êtes en train de rêver, vous dites, attends, il y a un truc, je vais me réveiller, il faut que je fasse une tilate. Non, vous êtes réveillé. D'accord. Donc regardez cette phrase, elle est intéressante. Je me lève. C'est très bizarre. Le je, c'est qui? C'est moi. Le me, c'est qui? Bah, combien vous êtes là-dedans? C'est bizarre, non? Donc en fait, l'idée, regardez bien. Le je, c'est celui qui veut se lever. C'est le gadol. C'est celui chez Jbodat. Le me, c'est celui qui ne veut pas se lever. Le me. Le bœuf. Le lourd. Le Allah. Le blata. Le flemmard. Ouais. Il ne veut pas se lever. Donc en fait, qui c'est qui lève qui? C'est celui qui veut se lever qui lève celui qui ne veut pas se lever. Donc encore une fois, le katan et le gadol. Attention, on continue. Je me prends en main. Très joli. Je me prends en main. Tout ça, c'est l'explication de Annie et de Lee. Vous vous rappelez ou non? Je me prends en main. Donc, il y a quelqu'un qui veut s'en sortir. Allez, je vais réussir mon bac. Donc, je prends mes cahiers, je prends mes annales et je bosse. Le je me prends en main. Donc, je fais travailler le glandeur qui est en moi, le flemmard. Le mec qui se dit, ouais, je vais tomber sur un sujet que je connais, ou si Dieu veut, je tombe sur un truc, je vais manger une mizouza comme ça. Les Hachem, je vais tomber sur un prof qui va m'aimer, ou le beau-frère de ma cousine. Il n'y a pas, Baba, Yaba. Tu travailles, tu réussis, tu travailles pas, tu réussis pas. Donc, c'est celui en toi qui veut réussir, qui va prendre en main celui qui veut glander. Je me prends en main. Ça va ou non? Oui. Super. Mais le problème, c'est que ça marche dans les deux sens. Vous savez que les escaliers, tu peux t'en servir pour monter ou pour descendre. Vous savez ça? Il n'y a pas un escalier pour descendre, un escalier pour monter. Donc, je me sens pas bien. Donc, traduction, je me donne les moyens de maintenir en place ma dépression. C'est quand je te dis, viens, on va s'en sortir. Ah non, c'est trop difficile, j'ai trop souffert. Ouais, mon père, il m'a pas allaité. Mais arrête! Ah, mais c'est ce qu'il m'a dit le psy. Quel âge il a? D'accord. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si toi, tu es partenaire de ton angoisse, si toi, tu es complice de ta dépression, elle va durer. Si toi, tu es complice de ta bêtise, tu côtoies que des idiots, tu regardes que des films idiots, et tu lis que des bouquins idiots où tu lis pas, mais si Dieu veut, tu vas être un idiot. Et ça marche. Blainara, mais que Dieu te protège de ta lourdeur. Mais je vous dis, mais quand moi je rêvais, j'avais peur de devenir un CON. Mais je me battais. À 14 ans, je réfléchissais sur des proverbes. Et à 17 ans, je dictais des dissertes de philo à des deuxième années d'Hippocane. Pour ceux qui savent, c'est une spécialité en philosophie, une école spécialisée en philosophie après le bac. D'accord? C'est-à-dire que j'étais pas un CON, j'étais pas un Brel. Mais non, je ne vous dis pas ça pour dire que je suis une star, parce que je n'étais pas spécialement, j'étais pas un génie. Mais j'avais peur d'être un CON. Pourquoi? Parce que les plus grands choix de ta vie, tu les fais à quel âge? À 20 ans. Mais si à 19 ans et demi, tu es un khmar, on va te dire qu'est-ce que tu vas faire dans la vie. Tu dis, je sais pas, et toi, qu'est-ce que t'en penses? Tiens, il faut te marier. Bah, avec qui? Oh, bah, écoute, avec une fille qui a des qualités morales. Ah, bon, après, qu'est-ce que tu veux devenir plus tard? Tu veux être religieux ou pas religieux? Oh ben, c'est pas évident. Bon, j'ai mon oncle qui est rabbin, mais d'un autre côté, j'ai mon cousin qui est DJ à Los Angeles. Ouais, il prend un fric fou. Tu dis, mais attends, mais j'ai l'impression qu'il n'y a personne dedans pour décider. Bah oui, parce que tu n'as pas fabriqué ton jeu. C'est qu'en vérité, les plus grands choix de la vie, tu les fais à un âge où tu n'es pas prêt. Moi, je vous dis à l'époque, j'avais calculé que pour être prêt, parce que malheureusement dans la philosophie, tu ne peux pas prendre la philosophie d'un autre. Parce que quand tu vois que Aristote, il est mort dans une maison de prostituées, tu dis je vais apprendre de lui pour finir comme lui. Donc, et c'est quoi la philosophie? C'est le rapport que tu entretiens avec la réalité, ce que nous on appelle le émet. Le émet, c'est le lien que tu entretiens avec la réalité. Un lien de conscience, un lien de volonté. Donc tu es obligé de te fabriquer ton propre émet. Tu es obligé. Alors j'ai essayé de dire, si je travaille 20 heures par jour à la réfléchir, si Dieu veut, je vais arriver à 60 ans, je serai prêt. Mais à 60 ans, les plus grands choix de la vie, ils seront foutus. Ils sont déjà pris. Donc j'ai compris qu'en vérité, le bon Dieu, il avait prévu le système. Et j'étais dans une école juive, mais que de nom. Et il y avait un petit jeune, un enfant, comme ça, un enfant de 6e. Il apprenait des Pirkei Avot. Et c'est pour la première fois de ma vie, j'ai entendu cette phrase, Im en ani li mili, ouais, veinu arsha les matai. Donc je vous rappelle la première phrase qu'on a dit.
Im, en, ani, li. J'ai compris que. Alors j'ai dit à l'enfant, tu peux me traduire? Moi je connaissais pas la traduction. J'étais nul en seconde. Je lui ai dit, tu peux me dire c'est quoi la traduction? Le mec il m'a dit oui. Alors, si je ne suis pas pour moi, qui est pour moi? Ah bon? Et la suite c'est quoi? Ve imlo, arshav, et matai. Et si ça n'est pas maintenant, c'est quand? Alors j'ai réfléchi. Bon, je suis dit à l'époque, j'étais en pleine crise de philo. Je lui ai dit, mais attendez, mais ça, c'est les deux fondamentaux de la vie. Bah oui, parce que quand je dois développer le moi qui s'occupe de moi pour devenir moi, ça s'appelle développer ma conscience, développer ma maturité, ce qu'on appelle, nous, dans la Torah, développer mon da'at qui va maîtriser mon yetzirara, qui m'empêche d'exister, qui m'empêche d'être moi-même, d'accord? Donc ça, c'est le projet de la vie. Mais tout ça, ça se fait sur quoi? Sur une trappe temporelle, sur un emploi du temps. Parce que si toi, tu es quelqu'un de bon à 90 ans, bah, c'est un peu tard. Donc on a un problème. Il y a d'un côté l'action, c'est-à-dire de devenir soi-même, et d'un autre côté le temps qui passe. Non, c'est quoi la gravité de la vie? C'est de vivre en différé. Par exemple, des fois, tu sors de l'interro, tu dis « Oh, j'aurais dû écrire ça !» Ouais, tu t'es fait engueuler par ton patron, tu dis « Oh, j'aurais dû lui dire ça !» Ouais, la fille elle est extraordinaire, elle est super, et t'oses pas lui parler, il y a un mec qui lui parle, il se marie avec elle. Tu dis « Oh là là, mais je l'avais vu le premier, j'aurais dû lui dire !» Maintenant, pourquoi tu vis en décalé? C'est une très grave maladie, ça s'appelle « Si j'avais su ». Donc tu dois être bon au moment où il faut être bon. Parce que d'être bon avant l'examen ou d'être bon après l'examen, ça sert à rien. Il faut être bon à l'examen. Ouais. La patience, ça sert à rien avant. Ça sert à rien après. Il faut être patient au moment où le mec il t'énerve. Vous me suivez ou non? Maintenant, qu'est-ce qui va faire que tu vas être bon au bon moment? Ça va? Comment ça s'appelle? La bonne heure. Oui? Si vous l'écrivez en phonétique, ça s'appelle bonne heure. Oui? En hébreu, ça s'appelle Sha'a Tova. La bonne heure. Et Tov, en hébreu, ça veut toujours dire Shalem. Donc Sha'a Tova, c'est l'heure complète. Donc c'est l'heure où tu es complète et c'est l'heure où tu es complet avec la réalité. Donc tu as la réalité qui est devant toi. Donc il y a toi, vous vous rappelez là? Ouais. Il y a toi. Et il y a la réalité. Elle est là. Qu'on appelle la Metsiout. Maintenant, quand toi, tu es un avec la réalité, et la réalité elle est dans l'espace et dans le temps, ouais, ça s'appelle la bonne heure. Et bien ça s'appelle le bonne heure. Maintenant, si ton jeu n'est pas construit, donc tu es décalé par rapport à la réalité. Monsieur, non? Si tu ne comprends pas ta réalité, tu es décalé par rapport à la réalité. Donc tu es obligé d'être conscient, intelligent, investi, vigilant. Comment ça s'appelle tout ça? Chez nous, ça s'appelle Yirat Shamayim. C'est ça la Yirat Shamayim. C'est ça la crainte du ciel. Parce que si tu as une kippa sur la tête, ça veut dire que tu sais qu'il y a un bon Dieu au-dessus de toi. Si tu as une kippa sur la tête, ça veut dire que la Torah, elle a été donnée par Dieu. Si la Torah, elle a été donnée par Dieu, il a donné sa volonté. S'il a donné sa volonté à toi, c'est que tu as une neshama. Si tu as une neshama, ça veut dire que tu es infini. Si tu es infini, ça veut dire que tu as un projet. Si tu as un projet, ça veut dire que tu peux le réaliser. Maintenant, si tu ne te donnes pas les moyens, vous savez, le plus intelligent du monde, s'il est glandeur, il va rater sa vie. Vous suivez ou non? Le mec qui est à fond, qui comprend vite, mais qui n'a pas confiance en lui. Il connaît tout le programme, mais il stresse devant la feuille blanche. Il va rater sa vie. Celui qui se lève en retard parce qu'il n'est pas à l'heure, il va rater sa vie. Donc ça veut dire qu'en vérité, lui, il doit être passé de là à là. Comment ça s'appelle en français? Répondre présent. Alors comment on dit le présent en hébreu? OV. C'est très intéressant. OV, c'est le présent. Ok? Il y a le atid, le futur. Il y a le hava, le passé. Et OV, c'est le présent. D'accord? Bizarrement, OV, ça veut dire le présent et ça veut dire aussi le verbe être. C'est la racine du verbe être. Liot. D'accord? Vous allez dire, mais quel rapport? Ça, le présent, c'est la trame temporelle. Il y a le passé, le présent, le futur. On a expliqué tout à l'heure qu'en vérité, ça reste du présent tout le temps. Un présent passé, un présent futur. Et ça, c'est être.
Être, c'est quoi? C'est être, c'est se donner les moyens d'être. Donc, il faut que je développe un jeu qui va s'occuper de moi pour devenir un adulte. Donc, Imenan Ilimili. Tout ça dans une trame temporelle qui s'appelle le temps. Et ma taille, Imlo Arshav et ma taille. Le temps et être. Ça va? J'étais en classe de première. Et le prof de philo, il me dit... non, c'était prof de français, mais il était prof de philo pour les terminales. Mais pour nous, il était prof de français. Et moi, je foutais rien à l'école. La vérité, je ne veux pas vous mentir, je foutais rien. C'est quand je dis je foutais rien, ça veut dire que bon, je faisais le minimum pour avoir la moyenne pour passer en classe. Mais comme je faisais 14 heures ou 15 heures de philo par jour, vous n'allez pas me prendre la tête à essayer de savoir si Marignan c'était en 1515 ou 1516. Ouais, de toute façon, on n'est même pas sûr de la date. Ouais. Mais en vérité, qu'est-ce que je faisais? Écoutez bien, je ne faisais pas le travail scolaire. J'utilisais l'école pour acquérir les midotes du travail scolaire. Je traduis. J'ai vu que les maths, par exemple, ils permettent de développer la vitesse de connexion intellectuelle. Donc quand tu fais 4 équations, tu as le cerveau qui va à une certaine vitesse. Mais quand tu en fais 40, tu as le cerveau qui va plus vite. Ça va? Parce que qu'est-ce que c'est les mathématiques? Les mathématiques, c'est une numérisation de phénomènes réels. Donc par exemple, tu dois choisir. Moi, je dois aller dans cette école ou dans cette école. Bon, il y a une école à Lille, il y a une école à Paris. Maintenant, à Paris, c'est une école Feuge, à Lille, c'est une école Goy. Mais dans l'école Goy, elle a un très très bon niveau. Donc elle a des plus. Mais d'un autre côté, j'ai pas mes copains. Donc il y a des moins. À l'école Feuge, il y a mes copains. Donc l'école, elle est moyenne. Donc il y a des moins. Donc les plus et les moins dans l'équation de chaque côté, c'est le choix. Moi, je dois chercher l'inconnu. Le X, c'est quoi? C'est la décision à prendre. Maintenant, tu vois que les moins, quand tu les fais passer de l'autre côté, ils deviennent des plus. Donc les défauts d'un côté deviennent des qualités de l'autre. Ce qui est effet de multiplicateur, le fois, quand tu le mets de l'autre côté, il divise. Donc en fait, une équation, c'est une situation de vie qui a été mise en numérique. Ok. Et toi, tu dois trouver. Maintenant, quand tu fais une équation, 2 équations, 3 équations, plus tu en fais, plus tu schématises, plus tu synthétises, plus ton cerveau il est rapide. Donc nous, on était un groupe de cinglés en seconde avec des copains. Donc quand le prof il donnait 4 exercices de maths, tu sais ce qu'on faisait? On en faisait 40. Vous priez qu'il meurt, qu'il s'étouffe, qu'il oublie qu'il y a une interro. Et nous, qu'est-ce qu'on faisait? On était des malades. On faisait des exercices, on faisait tous les exercices du bouquin, et on achetait des autres bouquins chez Giberjeune pour faire encore plus d'exercices. Je dis, mais ils sont fous ceux-là. Ils veulent aller au Guénam ou quoi? Encore une fois, on avait peur d'être des CON. Je sais que c'est une grande misva, grâce à Dieu, ça se développe de plus en plus. Mais c'est celui qui ne veut pas être un CON, donc tu as besoin d'avoir un cerveau rapide. Tu prends les maths pour avoir un cerveau rapide, d'accord? La dissertation, c'est pour quoi faire? Pour savoir organiser tes idées. Donc, moi, je ne me servais pas de la disserte pour remplir un devoir qui va me donner une note pour que je passe de classe. Moi, je me servais de la disserte pour apprendre à réfléchir, pour apprendre à raisonner, pour apprendre à exposer les problèmes. D'accord? On devait faire des résumés de texte. Mais pour faire un résumé de texte, il faut que tu fasses d'abord une explication de texte. D'accord? Parce que qu'est-ce qu'il faisait à l'époque? Bon, je ne sais pas si ça a changé, mais le prof disait, bon, il y a 144 mots, d'accord, il faut faire un résumé. Monsieur, combien de mots? Combien il faut? 20 mots? 40 mots? Combien? Oh, monsieur, c'est difficile. Alors, on enlève les mots qui servent à rien? Comment ça se passe? Mais t'es un CON ou quoi? Un texte, il fait 20 pages. Mais l'idée, elle prend moins de place. Donc, quand tu as compris le texte, tu as compris l'idée. Quand tu as compris l'idée, tu peux la synthétiser. Donc, elle sera toujours plus courte, l'expression de l'idée, que le texte. Ça va? Oui, non. Donc, résumer un texte, c'est synthétiser. Dans la vie, tu vas synthétiser les situations. Tu as un problème avec ta femme. Ouais. Tu dis, ouais, mais elle m'a mal parlé, ces trucs, c'est pas difficile, elle m'impose d'aller chez la belle-mère. Tu vas synthétiser ou tu vas dire, ouais, la belle-mère, tu vas rester un mesquine, tu vas être un lourd, tu vas être un blata, tu vas être dans ta pulsion, tu vas être dans ton teva, tu vas être dans ta nature, ou tu vas être le bar da'at qui a le sechel, la chorma, l'intelligence et le recul, de dire le shalom bayit il est plus important que la prise de tête. Mais pour pouvoir prendre ce recul, il faut que tu aies développé le Ali qui va s'occuper du lit. Vous me suivez ou non? Par exemple, moi, qu'est-ce que je faisais en français? Quand le prof il faisait l'explication de texte, tout le monde écrivait. Parce qu'il dictait une explication de texte. Après, quand tu vas au bac, tu donnes l'explication que le prof a donnée. Moi, j'écrivais rien, moi. Je crois que j'étais cinglé. Mais j'analysais les angles de lecture qu'il avait du texte. Le rythme, la musicalité du texte, le contexte. Moi, quand j'ai compris qu'il y avait 8 ou 9 lunettes de lecture, j'ai appris les 8 ou 9 lectures. Comment je m'entraînais? Je prenais un texte que j'ai jamais lu, parce que, par exemple, il y avait les bacs blancs. Le mec qui me disait, ouais, il m'a donné ce texte. J'ai dit, donne-moi le texte avant qu'il passe, 10 minutes avant qu'il passe. Je le lisais, je lui expliquais, voilà, tu dis ça, il rentrait, il avait 19. Je dis, mais attends, mais tu l'avais déjà lu le texte? Je dis, non, mais j'ai le filtre. C'est-à-dire que le but, écoutez bien, c'est un peu bizarre, hein. Le but, c'était pas d'arriver à passer le bac français. Le but, c'était d'arriver à être prof de français à la fin du bac. Je sais pas si vous sentez la différence.
Ça va? Bon, je sais que vous allez dire, ouah, c'est tiré un peu par les cheveux, comme dirait un chauve. Mais en vérité, s'il n'y a pas de projet, tu dis, mais attends, c'est de la fatigue pour rien. Attends, je vais être fatigué, après je vais être nul à la PlayStation. Mais si tu as un projet de vie, si tu ramasses des outils, on dit tu vas à la guerre, tiens, vas-y, serre-toi. Tiens, là, il y a un truc à infrarouge, il y a une mitrailleuse, il y a des grenades, serre-toi. Tu dis, non, je suis bien, là, je voyage léger. Mais tu vas à la guerre. Donc tu développes ton cerveau, ta sensibilité, ton équilibre, ta maîtrise des midotes, ton recul, ta capacité de synthétisation, ta hirat shamaim, ta perception, ta émouna, ton bitachon, parce que tu vas à la guerre. C'est la guerre, la vie c'est la guerre. Maintenant les gens déjà intelligents, rapides, sensibles, équilibrés, construits, forts, ils ont du mal. Alors les nuls, lourds, blata, glandeurs, flemmards, ceux-là, l'histoire elle est terminée avant de commencer. Ça s'appelle des contribuables, des consommateurs. C'est ça que tu veux devenir? Pourquoi le bon Dieu t'a donné une neshama qui peut percevoir les neshamot, les profondeurs du Zohar, pour que tu ailles regarder Netflix? Mais t'as pas compris que c'est des séries qui sont faites pour les mecs qui n'ont pas de cerveau. T'as pas besoin de cerveau. Tu vois le début, en 5 minutes, tu sais qui c'est qui va mourir, qui c'est. Moi je m'amusais, moi je lisais 2000 pages par mois. C'est énorme, ouais. Je prenais un bouquin au hasard, je prenais comme ça, je te disais, d'après l'épaisseur, je disais 3 pages, je disais, bon, d'après le style de l'auteur, le retournement de situation, il est là. J'ouvrais comme ça, je dis, vas-y, lis là. Le mec, il me dit, attends, c'est le retournement de situation. Je dis, mais comment tu sais? Maintenant, encore une fois, je ne vous dis pas ça pour vous dire, je suis une star. Je vous dis seulement comment un élève moyen qui utilise son cerveau de manière régulière, il peut fabriquer de l'intelligence. Maintenant, encore une fois, on n'est pas obligé d'être tous intelligents, parce qu'à qui on va vendre au détail, d'accord? Mais d'un autre côté, c'est dommage, parce que c'est ta vie à toi. Parce que tu as bien compris que si tu es un Ahmad, ouais, parce que regardez la vie. Le temps, c'est 15 ans, 16 ans, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, pas 10 ans, on va dire 22. De 15 à 22. Mais non, réfléchis. Jusqu'à l'âge de 15 ans, tu ne sais pas que tu existes. D'accord? Après, entre 15 et 20, révolution sexuelle, découverte de l'un de l'autre, imposition, choix de l'avenir, au niveau professionnel, au niveau spirituel, c'est compliqué. Après, tu rencontres la personne, puis après, tu fais tes études, après, tu te maries, hop, après, tu commences, tu fais des gosses, tu payes la maison. Ok. Maintenant, viens, on réfléchit. Les bénis Israël, ils sont passés par 3 étapes. Une étape qui s'appelle l'Égypte, une étape qui s'appelle Eretz Israël, ils sont rentrés en Eretz Israël avec la Torah. Ça va? L'Égypte, c'était une prison. La prison, t'es enfermé, t'es limité, ça ressemble à l'enfance. Parce que dans l'enfance, comme t'as pas de date, t'as pas de motivation personnelle et tout ça, on t'impose, tu fais comme ça, tu travailles, tu rentres ta trunk, tu enlèves ton doigt de ton nez, tu fais ton lit, tu ranges ton truc, tu t'arranges avec ta soeur. Ok, ça c'est l'enfance. L'adulte, c'est quoi? Ça y est, t'as fait ta yeshiva, t'as fait ton école d'ingénieur, donc t'as reçu la Torah, t'as ton autonomie financière, t'as rencontré la femme de ta vie, tu te maries. Là, tu rentres dans le monde des adultes. Qu'est-ce qu'il y a entre le monde des enfants et le monde des adultes? Le désert. Oui, le désert pour les bénis Israël et l'adolescence pour l'homme. Ouais. Alors c'est intéressant. Regardez ça. L'adolescent, il n'est plus un enfant, mais il n'est pas encore un adulte. Donc il est assez grand pour faire des bêtises, mais pas forcément assez grand pour se rendre compte. Ouais. Amalek, vous avez entendu parler de lui. Quand est-ce qu'il a attaqué les bénis Israël? Est-ce qu'il les a attaqués quand ils étaient en Égypte? Non. Est-ce qu'il les a attaqués quand ils étaient en Eretz Israël? Non. Quand est-ce qu'il les a attaqués? Dans le désert. Mais non. On a dit, il y a le jeu, il y a Yetzerara et Yetzeratov. Ouais. Maintenant, Yaakov et Esav, on lit dans les parachutes de maintenant, ouais, en fin de compte, c'est Israël et les Umot Haolam. Maintenant, l'ange de Esav, c'est qui? Vous savez ou non? C'est le Yetzerara. D'accord? Maintenant, le problème, c'est que le Yetzerara, il a 3 facettes. Il est en même temps à l'intérieur de l'homme, sous la forme de la mauvaise tendance, là. Il est en même temps à l'extérieur, pour celui qui te propose la Avera,
le Satan, et en même temps, il est le Malach HaMavet, l'ange de la mort, qui va finaliser si tu écoutes les deux premiers. Maintenant réfléchis, si le Yetzer Hara, il est à l'intérieur de toi, donc c'est lui qui va te dire, allez vas-y, fais cette bêtise, d'accord? Et à l'extérieur, il t'organise la bêtise. Par exemple, je sais pas, tu rentres dans le magasin et la caissière, elle t'a donné 2 billets de 10 euros au lieu de te donner 1 euro. Un seul billet de 10 euros, ils sont collés. Donc elle les pose sur la table. Toi, tu vois qu'il y en a deux. Et elle tourne la tête. Donc toi, tu dis, waouh, Minash Shamaim, je vais prendre 10 euros comme ça facile. D'un autre côté, tu dis, mais attends, en fait, c'est une épreuve pour voir si je suis honnête ou non. Donc ton père, il t'a dit, il ne faut pas se voler. La Torah, elle a dit, il ne faut pas voler. Depuis que t'es petit, on te dit, assour l'ixol. Ta mère, elle t'a dit, haram, c'est assour, c'est pas joli. Et toi, tu es devant l'épreuve maintenant. Ouais, c'est la seule chose que tu retiens, toi, c'est bon. Ouais, donc écoutez bien ça. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, là, tu es devant la pratique. Avant, c'était la théorie. Il ne faut pas voler. Mais là, tu es devant la pratique. Tu sais à quoi sert la pratique? Ce qu'on appelle en épreuve le Nisayon. Ça sert à devenir ce que tu as appris. Maintenant, si ton Yetzirah, il te dit vole et que toi, tu voles, ça veut dire que ton jeu, il est inexistant. Si toi, tu dis, écoute, j'ai envie de voler. J'ai une occasion de voler. C'est de l'argent facile. Mais je ne vole pas. Tu es devenu honnête. Donc ta Torah, elle est devenue ta nature. Ce qu'on appelle en français la maturité. Donc tu apprends le principe de l'ingénierie, mais après tu deviens ingénieur. Mais c'est pas parce que tu as fait ton diplôme d'ingénieur que tu es ingénieur. C'est qu'après, pendant 3 ans, tu étais ingénieur. Là, tu es devenu ingénieur. Avant, c'était de la théorie. Parce que c'est bien beau de faire des calculs sur la résistance des matériaux. Mais quand les chefs des travaux et les ouvriers te disent, bon, il faut fabriquer un pont. Donc là, il va y avoir 460 tonnes de béton là sur le premier pilier. Allez-y, monsieur Benichou, c'est vous l'ingénieur. Et toi, tu dis, j'ai envie de faire caca. Bah, t'es l'ingénieur, non? On me dit, non. Mais tu dis, ouais, je suis ingénieur. Alors on y va. Tu fais les calculs, tu fais les trucs. T'es sûr de toi? C'est tes premières promotions à l'école d'ingénieur à Centrale. Ok. Et bien après, le pont, il tient. Ah, tu dis, waouh. Tu vois, tu crois que tu as fabriqué un pont? Non, en vérité, tu es devenu ingénieur. C'est que l'épreuve, elle fait que tu deviens ce que tu es censé être. Ben, c'est pareil, le mec qui t'énerve. Un mec t'énerve. Il t'énerve. Quand un mec t'énerve, tu sais ce que tu fais, toi? Tu t'énerves. Parce qu'il m'énerve. C'est pour ça que je m'énerve. Ouais. Puis t'as pas compris, lui, c'est un exercice pour travailler la patience. Donc quand lui t'énerve, toi tu t'énerves pas. Quand tu maîtrises tes nerfs, tu es devenu patient. Si tu dis non, moi si on m'énerve, je m'énerve. Donc c'est dommage, parce que c'est qui a réagi? C'est ta nature. Ta nature c'est quoi? C'est ton Yetzirah, donc c'est pas ton jeu. Donc ton jeu il est nul, ouais, et ton Yetzirah il est fort. Et tu vas dire, eh ben je m'en fous, eh ben je suis nerveux. Ok, on en reparlera après ton guette. Parce que quand tu auras divorcé parce qu'à cause de ton caractère pourri, quand tes enfants ils auront la haine de toi parce qu'ils en auront marre de ta colère, quand tes clients ils te lâcheront parce qu'ils en ont marre de ton caractère, tu viendras, tu me diras, Ria, je crois qu'il faut que je travaille mes nerfs. Mais à 45 ans, ça veut dire que ton Annie, il est en sommeil depuis 45 ans. Parce que maintenant, ta prise de conscience, c'est quoi la prise de conscience? En hébreu, ça s'appelle Yishuv Da'at. C'est que ton Da'at, il est revenu à l'endroit où il devait être. Où il était ton Da'at, il était parti. Ça s'appelle Essiyah Hada'at. Vous savez comment on l'appelle la Avera? Essiyah Hada'at. Le manque de présence d'esprit, le manque de conscience, le manque d'intelligence, le manque de Hirat Shamaim. Donc toute la avoda d'un homme, c'est de ramener le Da'at au bon endroit. Donc je pense, je crois, je veux, je décide, je m'implique, je mange cachère, je étudie la Torah. Mais s'il n'y a pas le jeu, Baba, ah bah tu étudies la Torah parce que tu es dans un club d'étudiants, ok. Tu manges cachère parce que t'as honte à Bnei Brak, c'est pas évident de manger ta rêve, ok. Mais en vérité, tu manges pas cachère. C'est le milieu ambiant, c'est l'ambiance. Vous me suivez ou non? Pourquoi tu es fidèle? Attends, je suis marié. Attends une belle opportunité avec une cliente à Shanghai, à 4h du matin, après 3 whisky. On va voir si tu es fidèle. Vous avez compris l'idée ou non? Ça veut dire que la seule manière de savoir si tu as devant toi une feuille d'aluminium ou un mur en acier, il suffit d'appuyer. Donc si tu craques, c'est que tu étais nul. Si tu craques pas, c'est que tu étais solide. Maintenant, tu crois que le mec qui craque parce qu'il est nul? Non, il craque parce qu'il n'est pas construit. Donc toute la avoda, c'est de devenir fort. Maintenant, le Yetzirah, il te propose d'être nul. Donc à chaque fois, il y aura des épreuves. Et l'épreuve, toi, tu vas la maîtriser. Maintenant, comment il s'appelle Yetzirah?
Yetzirah, c'est le descendant de... Non, on n'a plus le temps. Ouais. Le Yetzirah, dans le langage des Chachamim, il s'appelle Chasser. Il s'appelle le manque. Ouais. Chasser. Léola, Madame Chasser, c'est le Yetzirah. Maintenant, Chasser, c'est quoi? C'est le contraire de Malé, de Shalem. Oui. Imata Shalem. Si toi tu es Malé, ça s'appelle Tov en hébreu aussi, c'est complet. Donc toi, Tov, ça veut dire que tu es complet avec ta réalité. Si toi tu es Chasser, c'est-à-dire qu'ici il manque quelqu'un, on a dit c'est le vide, vous vous rappelez, c'est l'air dans la bouteille, parce qu'il n'y a personne dedans, parce que tu n'as pas fabriqué ton jeu, donc tu es Chasser. Comme tu es Chasser, la réalité, qu'est-ce qu'elle t'envoie? Elle t'envoie des questions, et toi, tu n'as pas de réponse. Puisque tu n'es pas construit, parce que tu n'as pas fait le travail, puisque tu n'as pas fait la musculation pour être. Donc, c'est vrai, im en ani li mili, si j'ai pas un ani qui a développé le li, celui-là, là, ici, pour qu'ensuite je puisse rentrer dans la réalité, bah, tu sais quoi? Je suis même pas né. Parce que vous savez, on a dit, le mois là, qui passe de ce mois-là à ce mois-là, parce que vous avez compris maintenant, ça c'est le monde de la réalité, ça c'est le monde de la volonté. Donc, je veux, je fais, regardez, je me réalise. Je me réalise. Mais si je n'ai pas créé ce moi-là, fort, puissant, et que je ne l'ai pas amené à la réalité, la réalité, c'est quoi? C'est l'épreuve. Et l'épreuve, elle fait que je grandis. Donc maintenant, Ani Romed Benisayon, je me tiens dans l'épreuve, et l'épreuve, elle me fait grandir. Ça s'appelle Vayadarta Ayom, tu sauras aujourd'hui. Va Hashevota El Levavecha, tu ramèneras la chose à ton cœur. Or, on a dit que le cœur, si vous vous rappelez, c'est un des noms du psychique. C'est un des noms du moi. Vous vous rappelez dans la première feuille? Ouais, je vous ai dit. Regardez, Nefesh, psychique, moi, lève. Donc le lève, c'est ton intériorité. Donc en fait, le travail, c'est quoi? C'est de faire des choses pour devenir quelqu'un. Donc tu fais une école d'ingénieur, tu deviens ingénieur. Maintenant, je ne vous mens pas, il y a des mecs qui font l'école d'ingénieur et après, ils sont des ingénieurs nuls. Il y a des mecs qui font médecine et tu leur poses une question de médecine, ils paniquent, ils ne savent pas quoi faire parce qu'ils ne sont pas devenus médecins. Ben, c'est pareil, toi tu mets les tefilines tous les jours, si Dieu veut un jour les tefilines ils vont rentrer dans ton cœur. Toi tu étudies la Torah et tu deviens Talmid Chacham. Tu dis non, je fais les devoirs, Mishnah, Gemara, Rav, qu'est-ce qui est marqué dans le Tanakh? Oh tiens, c'est bon, merci beaucoup. Ah j'ai une bonne note, ouais c'est bien. Et après le lendemain, hop la Goya, hop la rue, hop le chic. Je ne comprends pas, mais tu étudies la Torah tous les jours. On t'a donné une Neshama. Ouais mais c'est pas évident, c'est Yetzirah. Mais Yetzirah c'est celui qui te propose d'exister à ta place. Donc quand Yetzirah existe, c'est que toi tu n'existes pas. C'est pour ça qu'il est Chachamim. Et je termine avec ça parce que il est très tard et je sens qu'il y en a déjà qui prient pour que je m'étouffe. Donc, je rigole, tout le monde sait que la réalité est bien pire. Mais en vérité, regardez ça. Là, vous êtes bien là ou vous êtes fatigué? Chaud là, casser les murs. Ouais, regardez. Qu'est-ce qu'ils ont dit les Chachamim? Regardez, ça c'est la Torah. Hein. Moi, vous savez, j'ai une chance extraordinaire, c'est que je n'ai pas fait d'études. Moi, après le bac, je suis rentré à l'Yeshiva. Maintenant, quand je parle avec des professeurs de médecine qui ont 21 ans de médecine, je parle avec des généticiens qui sont le médecin personnel de Poutine. Je ne sais pas si vous comprenez. Le mec qui fabrique la molécule pour le malade. Il s'appelle Navroki, pour y chercher sur Internet. On a fait des conférences ensemble dans des trucs goy. C'est pour ça que ça me fait marrer. Je suis là avec vous et je vais là-bas, il y a 1200 personnes. Ouais. Donc, mais le mec qui vient me voir à la fin du cours, il me dit merci d'avoir élevé le niveau. Alors que moi, je n'ai même pas compris un mot de ce qu'il a dit. Il a parlé de la génétique, de la halababa, je ne comprends rien. Et moi, je parle maintenant, moi, dans mon langage, dans ma Torah, et le mec, il me fait, mais vous êtes loin devant nous, loin. Vous allez me dire, ah, c'est pas pour moi que je vous dis ça, c'est pour la Torah. Ça veut dire que prenez la valeur de la Torah. Vous allez faire des études de physique, des études de médecine, vous allez faire des études de psychologie, vous allez faire des études de psychiatrie. Ouais. Et après, si Dieu veut, vous allez regarder la Torah, vous allez dire, mais attends, mais j'ai perdu mon temps. Parce qu'elle est là devant vous, la Torah. Elle est improposée, elle est là. Voilà, la Gemara, elle est là, le Rav, il est là, les Ramanim sont là. Vas-y, serre-toi. Oh non, ça me saoule. Oh, ça me prend la tête. Et quand tu vas faire 2 ans de psychologie et qu'à la fin tu vas dire, mais attends, mais c'est une phrase du Sforno sur le Chumash. Une phrase du Sforno, 2 ans de psycho. Je ne sais pas si vous me suivez. Et c'est universel. Une fois, j'ai parlé pendant 1h30 avec un des plus grands ophtalmologistes de France, ophtalmologue de France, sur est-ce que l'œil est un continuum du cerveau où l'œil est un capteur de paquets de lumière qui renvoie au cerveau pour interpréter sous la forme des images.
1h30. Ah là, voilà. J'ai pas fait d'études d'ophtalmologie. Mais en vérité, j'ai déduit ça d'un Rashi dans Kiddushin d'Aflamed Amoudbet. Donc chez eux, la connaissance, elle est diluée. Chez nous, elle est concentrée. J'ai fait un cours sur relations parents-enfants. Il y avait un professeur de pédopsychiatrie à Montréal, le mec, prof de McGill. Il m'a dit, écoutez, ce que vous avez expliqué en 2 heures, moi je l'explique en 4 ans. Les mecs, ils viennent 4 ans chez moi en pédopsychiatrie, je leur explique ce que vous avez dit en 2 heures. Je dis, mais le pélé, c'est que moi j'ai tout tiré de la Gemara dans Kiddushin, et là-bas, il y a 4 lignes. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est 4 lignes du chasse, c'est 4 ans à la fac. À la fac. Donc ne dénigrez pas la Torah. Mais seulement il faut l'étudier en profondeur. Si tu l'étudies en superficie, tu visites la Chine en avion, et que tu dis ouais bon, franchement, bon. Mais si tu l'étudies, une fois je me rappelle, j'étais encore à Vrech, il y a un Avrech là-bas, il m'attrape, il me dit qu'est-ce que t'en penses? Je vais faire une licence d'hébreu. Je dis pourquoi? Il me dit ouais parce que j'ai peur pour la parnassa. Je lui dis tu vas faire une licence d'hébreu? Je lui dis mais JH2, c'est une formule, ça veut dire jeune mal au carré. Je lui dis tu vois, je lui dis tu tombes bien Mila Shamaïm parce que la semaine dernière, j'ai fait un séminaire avec Arachim. À l'époque, il y avait Arachim. Et là-bas, j'ai fait un cours entier sur la vérité. Basé sur quoi? Sur un Tosfot. Écoutez bien. Un Tosfot dans Psachim Davkouf Tetzaïn Amoud Aleph. Vous me suivez ou non? Et là-bas, j'ai expliqué la notion de la vérité plurielle, la vérité relative, la vérité absolue pendant 2 heures. Là-bas, il y avait un gars, il m'a dit Rav, j'ai mal à la tête. Il m'a dit mais je comprends pas pourquoi ça me fait tellement mal à la tête parce que j'ai pas eu mal à la tête comme ça depuis que j'étais à l'école. Après, j'ai parlé avec un mec, j'ai dit, mais c'est qui ce mec-là? Il m'a dit, lui, c'est l'ancien patron d'usine Sassilor. 600 000 employés. T'es major promotion centrale. Une tête de malade. Le mec, je lui ai fait mal à la tête avec un Tosfot dans Psachim. Et je lui ai dit, toi, tu veux lâcher ça pour aller faire une licence d'hébreu? T'as compris ou non? Regardez ça. Ezéou Gibor, Akovesh. Si vous avez bien écouté le cours, ça va être facile à comprendre pour vous. Qu'est-ce qu'ils ont dit les Chachamim? Ezéou Gibor, qui est l'homme fort? Gibor, c'est fort. Ouais. Akovesh et Titzro, celui qui maîtrise son Yetzerara. Maintenant, pourquoi les Chachamim, ils ont dit Ezéou Gibor? Moi, la vérité, si j'avais écrit Pirkei Avot, j'aurais marqué Ezéou Tzadik, qui est le Tzadik, celui qui maîtrise son Yetzerara. Ezéou Gadol, qui est l'homme grand, celui qui maîtrise son Yetzerara. Ezéou Chacham, qui est l'homme sage, celui qui maîtrise son Yetzerara. Pourquoi les Chachamim, ils ont dit Ezéou Gibor? C'est bizarre, non? Oui ou non? C'est bizarre. Alors moi, je vous donne ma traduction. Elle vaut ce qu'elle vaut, et au pire, j'ai raison. D'accord? C'est que le mot Gibor, ouais, il veut dire fort. Mais il vient de quelle racine? Gever. C'est quoi Gever? Adulte. Par rapport à Yeled. Maintenant, comme on a dit Ezéou Gibor à Kovesh et Titzro, c'est que celui qui est un adulte, c'est celui qui maîtrise son Yetzerara. Donc le Yetzerara, c'est celui qui te propose de faire l'enfant. Vous vous rappelez, il y a l'enfant et l'adulte. Ouais. Maintenant, Imata Gever à Yetzerara ou Yeled. Imata Yeled à Yetzerara ou Gever. C'est-à-dire que si tu es fort, la vie, elle est facile. Si toi, tu es un gamin, la vie, elle est difficile. Donc si toi, tu es un glandeur, les maths, c'est dur. Si toi, tu n'as pas de bonne midot, tu as de la gahava, le shalom bayit, ça va être la mort. Si toi, tu es un menteur, la vérité, ça va être un cauchemar. Vous suivez ou non? Donc quand toi, tu es Gever, tu es Gibor, donc la vie, elle est facile. Maintenant, le problème, c'est que le Yetzirara, il te propose d'être un Yeled. Comment on appelle ça en français, le laisser aller? Mais qu'est-ce qui est plus facile, de se laisser aller ou de se prendre en main? De se laisser aller, d'accord? Alors qu'est-ce qu'a dit la Torah? Ou bechokotai telechou. Dans mes lois, vous irez. C'est quoi telechou? Vous irez, c'est un mouvement. Ouais. Einstein, le pauvre, l'image il n'a pas étudié, il a dit tout le secret de l'univers, c'est le mouvement. Si un jour vous avez 2 ou 3 heures, je vous expliquerai ce que ça veut dire en français. Ouais. Mais que tout l'univers, c'est un mouvement. Et que l'homme, il doit être dans le mouvement. Ok. Maintenant, mais nous, c'est écrit déjà dans la Torah. Bechokotai telechou. Des fois, la Torah, elle dit tishmeru, vous garderez. Des fois, tekayemu, vous accomplirez. Ouais. Mais c'est quoi telechou? Donc, c'est que vous irez. C'est aller. Non, c'est quoi le contraire d'aller? Rester sur place? Reculer? Revenir? Non, en vérité, écoutez bien ça.
Le contraire d'aller, c'est laisser aller. Tu te laisses aller. Maintenant, tu bouges, tu marches, tu manges. Mais en vérité, ça ne s'appelle pas aller. Parce que aller, écoutez bien, c'est un acte conscient, volontaire, vigilant d'aller. Je vais. Je suis conscient que je vais. J'ai la tête là où je vais. Je sais pourquoi je vais. Je sais comment je vais. Ça s'appelle je vais. Mais si, qu'est-ce que tu fous là? Bah attends, tout le monde est venu ici, je suis venu. Pourquoi tu restes à l'école? Bah, tu veux que j'aille? Ah ouais. Pourquoi tu as fait du droit? Bah un mec il m'a dit, je vais en droit. Je dis, bah ouais, pourquoi pas? Pourquoi tu l'as épousée? Bah elle était là. Ah bon. Pourquoi tu as fait des gosses? Ça c'est la nature. Ah d'accord. Pourquoi tu travailles ici? Bah parce que j'ai fait des études de ça. Et donc c'est pas loin de mon boulot. Ah bon. Pourquoi ça c'est une voiture? Bah c'est la voiture qui est à la mode. Pourquoi tu lis ce bouquin? Parce que c'est le prix Goncourt. À la radio il paraît qu'ils ont dit qu'il faut le lire. Donc toi tu es inexistant toi. Toi t'es un duvet de poulet dans un tsunami. Toi t'es emporté par le... T'as aucune proposition personnelle, t'as aucun choix, t'as aucun libre arbitre, t'es un animal. Mais c'est quoi un animal? Un animal c'est quelqu'un qui suit ses instincts. Et le Yetzara, c'est le mal. Et le Hani, c'est moi. Quand on Hani, il s'identifie au mal, on appelle animal. Si c'est animal. Mais tu dis, je suis pas un animal, moi. Eux, ils pensent qu'on est la suite de la nature. Ouais, il y a eu les singes, les animaux, les chiens, il y a eu nous. Mais nous, on pense pas à nous. Nous, on dit, il y a le règne animal et il y a l'homme. Et l'homme, il a une échama. Et l'homme, il a un pouvoir. Et l'homme, il a une capacité. Et l'homme, il a un sechel. Et l'homme, il a la Torah. Et l'homme, il a le libre arbitre. Maintenant, quand toi tu dis, oh, vous savez, on n'a pas de libre arbitre. Hein. Bah, mon psy, il m'a dit, on suit ses tendances, on est le produit de son conditionnement, on est influencé par l'influence extérieure. Donc, on n'a pas de libre arbitre. Donc, tu penses que tu es un animal. Alors, pourquoi tu vas payer des entrecôtes à 23 € alors que tu as des croquettes pour chiens à 3 €? Tu dis, mais je suis pas un chien. T'es pas un chien, toi? Non, je suis pas un chien, moi. Je suis pas un chien, tu me traites de chien. T'es pas un chien, toi? Toi, j'en prends un au hasard, là. Toi, tu es prêt à manger de la caca? C'est vrai? C'est sûr? Pour 4 millions d'euros, tu manges de la caca? 5 millions d'euros. Attention, en liquide, hein, sans impôt. Je te mets 5 millions d'euros, tu manges pas? Vous avez compris ou non? Levez la main ceux qui mangeraient. Avec du parfum, avec du goût. 5 millions d'euros. Levez la main. C'est normal. Quand la cavale, les gars. Maintenant, rappelez-vous, Rabotaï, que celui qui est prêt à manger de la merde, c'est qu'il est une. Bravo! Voilà. Donc, vous avez donné votre valeur. Bah oui, parce que Kavod et Kavel, c'est le même poids. C'est ça ta valeur. Alors si tu manges de la merde pour 5 millions d'euros, tu peux vendre ta soeur pour 13 millions d'euros. Tu dis, ah la pauvre, de toute façon, on va se marier un jour. D'accord? Mais ça veut dire comment c'est possible que tu arrives à un niveau pareil? Oui. Donc ceux qui ont répondu ou ceux qui ont pensé, parce qu'ils ont eu honte de répondre, que pourquoi pas, ils devraient réfléchir qu'en vérité, c'est ça leur valeur. Si ta valeur c'est ça, ça veut dire que t'es rien. Si t'es rien, c'est que t'es inexistant. Si t'es inexistant, c'est que t'es personne. Oui. Alors que tout le travail, c'est de devenir quelqu'un. Quand tu es quelqu'un, tu n'es pas à vendre, tu n'as pas de prix. Comment tu vas évaluer le prix? Tu n'as pas de prix. Pourquoi? Tu sais pourquoi tu n'as pas de prix? Parce que tu es infini. Or, qu'est-ce qui est infini en toi? C'est ta neshama. Donc, quand tu es rattaché à ta neshama, tu es infini. Quand tu es rattaché à ton corps, tu es fini. Parce que le corps, il a des besoins aussi. Il faut manger, il faut dormir. Puis, on a des besoins équatoriaux. Il faut les remplir. Ah, quoi, c'est ça? T'es toi? Toi, tu es une excroissance de ton corps. Toi, tu es une excroissance de ton sexe. Tu es une excroissance de ton portefeuille. Mais les mecs, ils ont vendu leurs voisins pour prendre la maison. Donc toi, en vérité, t'aurais été un collabo pendant la guerre. Et l'autre, on lui a dit, tu dénonces l'autre, on te tue. Et le mec, il a dit, je meurs. Parce que sa valeur, elle était plus grande, sa dignité, elle est plus grande que sa vie. Donc tu décides, est-ce que tu es infini ou est-ce que tu es fini? Quand tu es infini, bah, tu vas selon ta neshama. Quand tu es fini, tu vas selon ton corps. Mais rappelez-vous que le jeu, il est au milieu, vous rappelez ou non? Le jeu, il est au milieu. Donc quand tu vas vers ton corps, ça s'appelle Nefesh Behemi. Quand tu vas vers ta neshama, ça s'appelle Nefesh Eloki. Donc tu décides, t'es qui toi? T'es celui-là ou non? Alors regardez bien ça. Regardez, vous avez vu là, Gibor, vous vous rappelez ou non? Regardez bien. Il reste 3 minutes. Regardez les 3 minutes qui vont vous sauver la vie. Regardez. Comment vous traduisez à Gibor? Ouais, alors j'écris avec vous, hein, parce que je ne suis pas sûr de l'orthographe. Tu es fort. Comme ça? Tu es fort? Non? Ah, comment vous l'écrivez? Ah, vous l'écrivez. Tu es fort? Dangereux. Dangereux, là. Ah oui, parce que là, tu l'es pas, t'es pas capable, t'es pas capable. Je vais y arriver, je vais pas y arriver. Qui a dit où c'est marqué? C'est trop dur. Regarde, tu es fort. Regarde, moi, Jen, toi, Tarzan. Vous avez compris ou non? Écoutez bien.
quand toi et l'effort, vous faites un, quand toi, t'es l'effort, ouais, parce que vous avez compris que Gibor, ouais, c'est quoi? C'est effort. Mais moi, je te dis, t'as qu'à traduire effort direct. Maintenant, quand toi et l'effort, vous faites un, parce que tu as dépassé le questionnement de est-ce que c'est nécessaire de faire l'effort, qui t'a amené le doute en vérité. Donc, comment tu fais pour faire un effort sans que ça soit un effort? Tu enlèves le doute. Tu sais comment on appelle enlever le doute? Mais c'est nefesh. Enlève le nefesh. Mais c'est nefesh. Je vais le faire. Je dois le faire. Moi, je connais quelqu'un. Il était avec son père en voiture. La voiture, elle a fait un accident, elle a fait des tonneaux. Elle est tombée sur le toit. Le père, il était en coma. La voiture, et le gosse, il a été éjecté à 2 mètres par le pare-brise. Donc, et la voiture, elle a commencé à prendre feu. Donc, le père, il va mourir. Qu'est-ce qu'un mec, il dit? Normalement, il dit, la voiture, elle prend feu, elle est retournée. Il a essayé d'ouvrir la porte pour tirer son père. Il n'arrivait pas parce que la porte, elle était bloquée. La seule manière, c'était de retourner la voiture. Il a dit, mon père, il va mourir. Alors, il a dit, il va attendre, les pompiers vont venir, et puis mon père, il va mourir. Tu sais ce qu'il a fait? Il a retourné la voiture. Il a pris la voiture, il a retourné. Tu dis, c'est Spider-Man, le mec, ou quoi? Non, c'est un enfant, écoutez bien, de 14 ans, qui a dit, mon père ne va pas mourir. Il y avait des témoins. Ils sont venus, ils ont dit, ils ont dit aux pompiers, écoutez, il a retourné la voiture, il a tiré son père. Pourquoi? Parce que Zélo Yachol Liot, mon père, il va mourir devant moi. Moi, je vais retourner. Je vais retourner la voiture. Il a retourné. Maintenant, s'il avait dit Annie, moi, le N, le 0, le 14 ans, le Deb, le lourd, le Hallel, moi je craque déjà devant mon Yetzera, je vais lever une voiture. Mais il s'est oublié, le mec. Il a dit allez, c'est pas grave. Je vais pas réfléchir, je suis capable, je suis capable. Il a pensé qu'à son père. Donc il a fait tu, effort, et hop. Il a fait. Donc ça veut dire, attention, que l'effort n'est pas un effort pour celui, ouais, attention, qui est fort. Donc, tu es fort, c'est que ton toi et l'effort, ils font un. Deuxième lecture, tu es fort, c'est que en étant fort, tu tues l'effort. Il n'y a plus d'effort. Parce que quand tu es fort, il n'y a plus d'effort. Toi, si tu fais de la muscu, tu soulèves 140 kg. Quand je te dis, tu peux prendre la valise, hop, tu dis, oh purée, tu prends la valise comme ça? Bah ouais, attends, 140 kg, tu parles à la valise de 20 kg, c'est un poids plume, ouais. Donc quand tu es fort, écoutez bien, quand tu es fort, c'est plus un effort, parce que tu es fort. Maintenant, le problème, c'est que pour être fort, il faut faire des efforts. Donc, toi, tu fais l'effort d'être fort, et cet effort, il te rend fort. Plus tu es fort, moins il y a d'efforts. Si tu dis, c'est pas évident, parce que tout ça, c'est la théorie, mais dans la réalité, c'est pas simple. Je veux dire, non seulement c'est pas simple, mais en plus, la vérité aussi, c'est le contraire. C'est que quand toi, tu n'arrives pas à tuer l'effort, tu sais c'est quoi? C'est l'effort qui te tue. L'effort tue, ça te tue. On te dit, sois gentil, ça me tue. Moi, je vois des gens, écoutez, ta femme est en dépression, sois souriant. Ouais, c'est toujours à moi de faire des efforts. Oh, mais ça me tue de faire des efforts. Mais moi, j'ai envie de lui dire, mais crève, meurs. Comme si elle ira sur ta tombe, cracher en disant, au moins, il a fait une chose bien, il est mort. Donc, ça veut dire qu'en fait, si tu ne fais pas l'effort, regarde bien, tu n'es pas Gibor. Ezib Gibor, Akovesh et Titro. Mais l'effort, vous avez compris, c'est quoi? C'est de lutter contre ce qui t'empêche de devenir. Donc, c'est d'être. Comment on appelle l'effort en hébreu? Ramal. Adam, les Ramal, Yulad. Non, mais il a été créé pour faire des efforts. Ça veut dire que toute ta vie, tu vas faire des efforts. Et si tu vas dire, peut-être qu'un jour, on est fatigué. Hein, des fois, on a envie de se poser. Des fois, on a envie de faire autre chose. Maintenant, vous faites du sport, vous. Vous n'avez pas remarqué? Tu n'as pas envie de faire du sport. Tu commences à faire le sport, ça te donne une pêche. Tu as encore envie de faire du sport. C'est pareil, la Torah, tu l'étudies. Imshamo Tishma, tu as encore plus envie de l'étudier. Mais si tu l'étudies avec ton cœur, quand tu fais les mitzvot bien. Pourquoi? Parce que l'effort te coûte un effort. Mais il te donne une telle satisfaction que tu as envie de retrouver cette sensation. Donc, plus tu es fort, plus tu fais facilement les efforts. Et à la fin, il n'y a plus d'effort. Parce que l'effort, c'est pour celui qui se force. C'est pour celui qui n'a pas envie d'y aller. C'est pour celui qui n'est pas motivé. Ça le tue. D'accord? Mais quand tu réfléchis, tu te dis, mais attends, je comprends pas, je fais des matchs, je deviens intelligent. Mais je suis milliardaire. Ouais, le mec qui m'énerve, il me donne l'occasion de travailler ma patience. Mais je suis milliardaire. J'apprends à bien parler français. Du coup, je peux bien m'exprimer. Donc, je peux bien penser. Mais je suis milliardaire. Donc, je devrais les bénir, les profs, et de Chol et de Kodesh. On me donne l'occasion d'étudier la Mishnah. Mais avant, les mecs, on les tuait quand ils étudiaient la Mishnah. En Russie, on les envoyait au goulag quand ils étudiaient la Torah. Au Moyen-Âge, on les brûlait vivants parce qu'ils étudiaient la Torah. Toi, tu peux étudier la Torah tranquillement tous les jours, gratuitement, et tu fais la gueule. Et tu dis, ça me saoule. À quelle heure il termine le cours? Pour lui qui s'étouffe. On est fous, on est des malades. Ça veut dire que toi, si tu prends
la conscience de ce que tu n'es pas, tu vas avoir peur. Si tu prends la conscience de ce que tu es, tu vas tirer une balle. Donc tu as dit, ok, j'ai compris. Ok, j'ai compris. Alors écoutez bien. Puisque entre 15, 16, 17, 18, 19, 20, à peu près votre âge, on décide de son niveau intellectuel. Si tu travailles, tu ne fais rien à l'école. Ouais, parce que c'est rare que le mec il devient ingénieur et qu'il ne faut rien à l'école. Après, ton niveau spirituel, parce que tu fais tchouva et tu es sérieux dans la religion, ou tu t'investis pas. On s'y veut ou non? En fonction des deux, en fonction de ton niveau intellectuel et ton niveau spirituel, tu choisis tes études. Bah, parce que tu peux faire maths, tu passes B, si tu as eu 2 en maths, ok. En fonction de tes études, tu choisis ton métier. En fonction des 4, attention, niveau intellectuel, niveau spirituel, études, métier, les gens que tu côtoies, parce que c'est rare que les mecs qui sont en dernière année de médecine, ils côtoient des coiffeuses, d'accord? Donc, les gens que tu côtoies, en fonction des gens que tu côtoies, la personne que tu épouses, en fonction de la personne que tu épouses, les enfants que tu auras. Parce que tu crois que l'Armara, elle va donner des gosses intelligents, c'est impossible. Est-ce que les vaches, ils accouchent des faucons? Non, des vrais, d'accord? Donc, vous avez compris que vous avez un taux de réactivité, d'accord? Donc, ça veut dire quoi, Rabotaï? Ça veut dire que ces 5 années-là, ces 6 années, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, en fait, c'est les plus déterminantes de toute ta vie. Et ça, c'est l'adolescence. C'est pour ça que Amalek, il attaque à ce moment-là. C'est pour ça qu'il n'a plus envie d'écouter celui-là. Je sais pas qu'est-ce qu'il a. Oh, David, t'es concerné, là, t'entends pas ce que je dis? Donc, reste concentré. Vous avez compris ou non? Parce que comme c'est important pour toi, ça, il t'empêche. Maintenant, comme c'est le moment le plus important pour vous, maintenant, quoi, vous êtes pressé de sortir parce que quoi, vous allez rater 5 minutes de la récréation. Mais de toute façon, toute ta vie, c'est une récréation. Donc, quoi, t'as peur? Jusqu'à ta mort, tu vas rester en récréation. donc c'est le contraire. C'est qu'il faut se dire, attends, là, on est en train de prendre un moment très fort. Et le plus important, c'est pas les informations. Ok, vous avez entendu des informations, c'est bien. C'est des trucs intelligents. Vous avez à peu près, je vous dis, vous avez fait à peu près 5 ans d'Yeshiva. Et encore dans les Yeshivot où on étudie ça, ouais. En fac, vous avez fait à peu près 10 ans. En maturité, vous avez pris 10 ans. Maintenant, vous, le plus important, c'est est-ce que ça a bougé à l'intérieur? Si vous vous êtes senti concerné, que ça vous a donné envie et tout ça, c'est ça qui est le plus important. Ça s'appelle la Hitorerut. Maintenant, avec cette Hitorerut, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas la refroidir doucement, tu vas dire, bon, bah écoute, c'était super. Enfin, il est marrant comme rabbin. Dommage qu'il ne vient pas tous les jours. Ouais. Ou alors, vous allez dire, attends, là, je crois qu'il s'est passé quelque chose. C'est peut-être l'occasion de devenir un Ben Adam, ouais, de devenir un Chacham, peut-être de devenir un vrai Eved Hashem. C'est possible, c'est peut-être l'occasion. Alors, je vous dis une chose, et après, je vous laisse tranquille. J'ai un programme. Il est gratuit. Vous m'envoyez un mail, d'accord? Et moi, je vous envoie le programme. Il y a des cours à écouter, il y a une méthode. C'est un peu contraignant, d'accord? Mais je vous dis que les mecs qui l'ont fait il y a 15 ans, ils sont ou Dayanim à Bnei Brak, ou alors ils sont patrons d'une SS2I de informatique avec 600 employés. C'est des outils. Maintenant, encore une fois, c'est un peu contraignant parce que c'est un travail. Mais en fait, ça s'appelle un accélérateur de maturité. Si vous voulez, vous m'envoyez le mail, je vous envoie le programme, c'est gratuit. Vous travaillez dessus, vous ne lâchez pas vos études, vous continuez à faire ce que vous faites dans la Gemara et dans les mathématiques, mais vous faites ça en parallèle. Ouais, et au pire, vous devenez meilleur. Pourquoi? Parce que l'Yetzar, il est tellement fort que si vous n'êtes pas armé pour lutter contre lui, il va vous balayer comme un tsunami. Et maintenant, on voit dans l'assimilation, dans les mariages mixtes, dans les mecs qui partent en perdition, les fumeurs et les absorbeurs, on voit tout ce gaspillage de Neshamot. Donc si vous avez un petit peu d'ambition et que vous voulez devenir quelqu'un de bien, un unique, bien, Tov, Adam Shalem, Tzadik, alors si vous voulez, vous recevrez gratuitement ce programme pour le faire. Hazak ou Baruch.